Une série de romans de science-fiction, de romans d'anticipation qui parlent des réseaux, entre autres. Voilà, et à côté de ça, Antonin propose donc d'échanger autour de la thématique des réseaux et surtout des fake news, voilà, de l'esprit critique autour des fake news, comment les analyser, qu'est-ce que c'est une fake news, comment les repérer, et puis pourquoi en fait on est tellement attiré, on les partage sans le vouloir, voilà. Donc je laisse la place à Antonin. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc Antonin Adjé. Une première partie de ma vie et de mon travail, c'est l'écriture. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit, Interfile, qui est disponible ici. Le premier est actuellement loué, mais il va revenir. Dans cette histoire, j'imagine un nouveau réseau social qui permet de partager ses émotions. On a une puce dans l'oreille, on ressent les émotions des autres. Et il y a beaucoup d'avantages. Il y a moins de discrimination. Comme on ressent ce que ressentent les gens qui sont différents, qui ont une couleur de peau, qui ont une religion différente, il y a plus d'empathie. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est qu'on ne peut plus se défaire du réseau. Parce que si on se déconnecte du réseau, les gens se demandent mais pourquoi est-ce qu'il ne partage pas ses émotions avec moi? Est-ce qu'il va m'agresser? Ce genre de choses. Et donc, on se sent obligé de toujours rester connecté. Et dans cet univers dystopique, notre héros qui s'appelle Nathan, qui a 16 ans, qui a toujours vécu avec Interfile, pour lui, c'est normal d'être connecté au réseau, sauf qu'un jour, son prof de philo va sauter par la fenêtre devant ses yeux et il va rien ressentir. Il va se dire c'est pas normal, et là j'aurais dû ressentir quelque chose, il y a un truc qui ne va pas avec Interfile, et donc il va commencer à enquêter, et c'est comme ça que démarre l'histoire. Voilà pour le bout d'histoire. C'est du vernis à ongles, c'est ça? C'est du vernis, c'est ça? Non, c'est du gloss. Ah, bon, c'est pas grave. Non, c'est la première fois que quelqu'un fait ça durant mon intervention, je trouve ça assez dingue. Mais faites-toi plaisir, il n'y a aucun souci. De toute façon, le but, c'est de faire un truc plutôt sympa pendant 1h30. Le but, c'est pas moi qui vous explique la vie, mais on va réfléchir ensemble sur ce que c'est qu'une fake news, ce que c'est que l'esprit critique, et surtout comment est-ce qu'on peut faire en sorte de moins se faire avoir. Donc, première chose, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, à l'écriture, sachant que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais peut-être que vous ne rencontrez pas un écrivain tous les jours, donc ça peut être l'occasion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui? Non? Ok. Et voilà, sachez qu'on vient de faire un super atelier d'écriture d'ailleurs, un peu plus tôt et un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est pour la partie artistique, et en parallèle, moi j'étudie la psychologie d'un point de vue universitaire, et je me renseigne beaucoup justement sur ce qu'on appelle la psychologie sociale, pourquoi les autres, et comment les autres vont influencer notre manière de penser. C'est-à-dire que là, vous êtes en groupe, votre manière de penser, d'agir est différente de quand vous êtes tout seul chez vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que comme on sait que les gens nous regardent, on va changer notre manière d'agir et de penser. Ça, c'est la psychologie sociale, et ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Et moi, j'adore ça, et je me suis spécialisé sur les réseaux sociaux, les théories du complot, les fake news, et comment ça marche. Et on va voir ça ensemble. On va voir ensemble, c'est quoi une fake news? Pourquoi notre cerveau croit les fake news? Il y a plein de bonnes raisons, et comment les réseaux sociaux font en sorte qu'on soit submergé de fake news, et qu'on ait envie d'y croire. Mon but, ça, durant la première partie, c'est de vous montrer que votre cerveau n'est pas fiable du tout. J'ai envie de briser tous les espoirs que vous avez sur la fiabilité de votre cerveau. Et vous allez voir que c'est très facile. On va commencer par une question très simple. C'est quoi pour vous une fake news? Vas-y. Une fausse nouvelle. Exactement, c'est une fausse nouvelle, donc c'est une parfaite traduction. Mais c'est quoi une fausse nouvelle, à votre avis? Comment on pourrait définir ça? Oui. Moi, j'aurais dit que c'est une fausse information. Je suis entièrement d'accord. Alors, c'est quoi une fausse information? C'est pas ce que quelqu'un dit, mais il a fait ça pour un but en particulier, c'est pas forcément vrai. Donc, tu penses qu'une fake news, c'est quand quelqu'un volontairement dit quelque chose de faux. Et donc, est-ce qu'il est possible, selon toi, que quelqu'un partage une fake news, mais pensant que c'est une vraie information? Ou que quelqu'un propage une information qui pense vraie, mais c'est une fake news. Si quelqu'un propage une information qui est fausse, mais lui pense que c'est vrai, c'est une fake news ou pas? Il n'y a pas de piège, hein. Mon but n'est pas de vous faire un test, etc. Vous pouvez me dire oui, non. C'est une fake news dans tous les cas. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, que ce soit lui qui Exactement. que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait ou non, ce sera faux dans tous les cas. Exactement. Ça, c'est un très bon point. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fake news, elle est fausse, même si on pense que c'est vrai. C'est-à-dire que là, il pleut, si je ne m'abuse. Si je dis qu'il fait beau, c'est une fake news, parce que vous pouvez vérifier qu'il pleut. D'accord? Mais si vous ne pouvez pas vérifier qu'il pleut, c'est comme une fake news, parce qu'il pleut. Ou si moi, je pense qu'il ne pleut pas, par exemple, alors qu'il pleut, et je vous dis, il ne pleut pas, ça, c'est une fake news, parce que c'est pas vrai. Donc
Une fake news, peu importe ce que pense la personne, peu importe si elle est sincère ou pas, si c'est pas conforme avec les connaissances qu'on a, c'est une fake news. Ça, c'est de la théorie. De la pratique, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'une vraie information peut nous induire en erreur. Un exemple très simple. Si vous vous rappelez, il y a 2 mois à peu près, il y a une tempête de sable qui s'est abattue sur la France, qui venait du Sahara, et qui a couvert les voitures d'une petite pellicule de sable. Ok ? Il y a des articles qui sont sortis qui ont dit ce sable est radioactif. Cette information est vraie. Mais moi, il y a un truc qui me gêne. Qu'est-ce que c'est selon vous? Sachant que c'est une vraie information, le sable était effectivement radioactif. Mais qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui peut poser souci? C'était vraiment celui de votre voiture qui était radioactif. Si, c'était le sable qui s'était déposé sur la voiture. Ça, c'est vrai. Non, le sable sur ma voiture était radioactif. Mais mettre cette information, pour moi, ça pose un souci. Bon, c'est pas quel degré. Exactement. Exactement. En science, il y a un adage qui dit c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que l'eau, ça peut être empoisonné si tu en bois 10 litres par jour. Le café, ça peut être empoisonné si tu en bois 5 litres par jour. Je ne suis pas loin, donc il faut que je fasse attention. La noix de muscade, si on avale une noix de muscade en entier, on meurt. Par contre, on peut en râper un petit peu sur les plats, parce que la dose fait le poison. La radioactivité, c'est pareil. Si je mets le sable et radioactif, radioactivité, c'est un mot qui est un petit peu anxiogène, ça fait peur. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est la dose. Or, le sable qui était sur les voitures, il était à 0,3 becquerel. Becquerel, c'est l'unité de mesure pour la radioactivité. Est-ce que 0,3 becquerel, c'est dangereux? Ben, je vous laisse voir. Sachez qu'une banane, le truc qu'on mange, c'est 5 becquerels. C'est une radioactivité de 5 becquerels. Donc une banane est 15 fois plus radioactive que le sable déposé sur les voitures. Pourtant, il n'y a pas des articles de journaux qui nous expliquent attention, les bananes sont radioactives. Donc, dire ce sable est radioactif, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Parce que ça nous induit en erreur, ça nous laisse penser que ça va être dangereux. Alors, c'est pas vrai. Un être humain, c'est 9 becquerels de radioactivité. Donc là, vous êtes en train de vous contaminer les uns les autres, sachez-le. Avec ou sans masque, la radioactivité, ça passe. Tout est radioactif. C'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est un truc très important qui s'appelle l'effet de cadrage. L'effet de cadrage, c'est en gros, on ne met qu'une partie d'information et ça nous induit en erreur, ou ça va transformer notre manière de penser. Exemple très simple. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a Will Smith qui a mis une taloche à un humoriste américain, nord-américain, qui s'appelait Chris Rock. Vous avez entendu parler ou pas? Bon. Si je vous dis, Will Smith a frappé quelqu'un, juste ça, moi, je me dis, Will Smith c'est un salaud. Effet de cadrage. Si je rajoute des informations, que je dis, Will Smith est monté sur scène pour gifler un humoriste qui venait de se moquer de la maladie de sa femme. On peut toujours critiquer Will Smith, mais on a plus de contexte. On a plus d'informations et donc on a un jugement qui est plus précis. Donc l'effet de cadrage, tous les journaux, tous les articles de journaux, etc. utilisent ça. Ça ne met qu'une partie d'information. Et ça va nous induire en erreur. Et on va voir que sur les réseaux sociaux, c'est très 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 important et c'est ça qui entraîne des fake news. Effet de cadrage. Tout va bien jusque-là? Alors petit résumé sur les fake news. On le sait qu'il faut vérifier les infos sur Internet. On sait qu'il faut remonter à la source, qu'il faut lire l'article. On sait tout ça, mais on ne le fait pas. Moi, le premier, je ne vérifie pas toujours mes infos. Pourquoi on ne le fait pas selon vous? C'est quoi la raison principale? On ne pense pas forcément. Je ne pense pas. Il y a une autre raison encore plus forte. On n'a pas trop envie, ça nous importe peu tant qu'on a eu l'information. Ouais, tout à fait. Manque de temps. Très bien. Il y a un autre point très important, ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé. On a la flemme. Ah oui, mais il ne faut pas hésiter, hein, parce que souvent, quand je fais ça en intervention chez les élèves, la première question, on a la flemme. Ils ont raison. Moi, je suis en train de scroller. Oh, il faut vérifier. Oh non, je partage, mais je n'ai pas envie de vérifier. On a la flemme. Bon, on va voir un peu plus en détail pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas les informations, et ça va nous apprendre plein de choses sur le cerveau, et j'espère que ça va vous plaire. Et pour ça, je commence par un truc très simple. Ça, c'est une image. Quelqu'un connaît cette image? Dites-moi ce qui ne va pas sur cette image. Il n'y a pas de piège. Encore une fois, le but n'est pas de vous piéger. Dites-moi ce qui, selon vous, ne va pas sur cette image. Tu connais ou pas? Ah, si tu connais, tu dis pas. Il y a un cercle et un cylindre, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas?
Il y a 2 lettres, oui, mais bon, ça, c'est pas un souci. L'image est bancale d'un côté et pas de l'autre, non? L'image est bancale, mais ça, c'est juste un effet de position, donc c'est pas ça qui pose souci. C'est pas long. Alors, effectivement, là, il semblerait que la lumière vienne d'ici, puisque là, cette partie-là est très claire, et la lumière est là, et hop, ça fait l'ombre ici. Mais c'est pas ça qui ne va pas. Ce qui ne va pas, et vous en rendez pas compte, c'est que malgré ce qu'on voit, les cases A et les cases B sont des mêmes couleurs. Non, c'est pas possible. Donc là, en théorie, il y a 2 types de réactions. Première réaction, les gens vont dire, bon, bah je lui fais confiance. Deuxième réaction, c'est non, il se fout de nous, il fait ça pour nous piéger, elles ne sont pas de la même couleur. Qui pense qu'il faut me faire confiance? Qui pense que je me fous de vous, qu'elles ne sont pas de la même couleur? Ouais, ok. Donc vous pensez qu'elles sont bel et bien de la même couleur. Vous préférez croire ce que vous voyez plutôt que ce que je vous dis. Ok, très bien. Tu connaissais l'astuce? Oui. Alors c'est quoi la réponse? Ça, c'est de la même couleur. Elles sont de la même couleur. Vous ne me croyez pas encore, c'est normal. Ma question c'est, comment je pourrais faire maintenant pour vous prouver qu'elles sont de la même couleur? On va essayer de voir comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, oui? Alors je peux enlever le cylindre, mais je ne peux pas enlever l'ombre du cylindre, parce que c'est une photo. Mais je peux enlever le cylindre si tu veux. Ça ne changera pas grand-chose à l'ombre, puisque l'ombre va rester. Mais là, on va faire un truc qui est très technique. Vous allez voir, c'est une astuce de technologie. On va aller sur Paint. Ah, attends. On peut faire ça. Alors déjà, on va enlever le cylindre, comme tu m'as dit, mais tu vois, ça ne va pas changer grand-chose au final. Parce que, hop, voilà, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui? Il faut cacher tout sauf les cases A et B. Ah bah, tu me demandes beaucoup de boulot, donc on va passer toute intervention à faire ça. Tac. Donc, hop. On enlève ça. On enlève ça. Ça. On enlève ça. Ah, déjà, ça ressemble mieux. Ça te va comme ça? À votre avis, ils ont toujours la même couleur ou pas? Oui. Voilà, ils sont de la même couleur, ça se voit quand même. Il y a un truc. Peut-être que c'est une astuce, c'est que je fais exprès pour vous bluffer. Bon alors, qui n'est toujours pas convaincu et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui? Alors, on peut prendre la couleur de Ouais. la case et différencier. C'est la pipette qu'on va faire. Si je fais. Alors la pipette, en fait, c'est qu'on regarde, c'est ça, en fait, on prend la couleur, et hop, vous voyez, ça prend la couleur ici. Et après, je peux faire des dessins avec. Je peux faire un cercle avec cette couleur, vous voyez? Par exemple, ok? Donc je prends la pipette, je clique sur A, et maintenant je vais faire un carré. Ok? On est bon jusque là? Je prends la pipette, je change de couleur pour pas que ça bluffe, je prends la pipette, je vais sur B, et je fais un carré. Il semblerait que ce soit la même couleur quand même entre les deux, non? Vous en pensez quoi? Qui n'est toujours pas convaincu? Qui pense que c'est encore moi qui suis très intelligent et qui réussit à vous manipuler Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te convaincre? Est-ce que tu veux essayer toi-même de bouger les cases? Parce que généralement, ce qui marche, c'est quand les gens par eux-mêmes expérimentent. Bon. On va partir du principe que vous me faites confiance. Désolé, il faut passer par là. Et qu'elles sont de la même couleur. Je vous laisse ce soir vérifier sur internet. Vous tapez illusion d'optique échiquier, vous êtes tombé dessus et vous allez voir qu'elles sont de la même couleur. C'est une illusion d'optique assez bluffante. Et maintenant ma question c'est, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas de la même couleur? À votre avis, c'est quoi qui fait que notre œil n'arrive pas à voir les cases de la même couleur alors qu'elles sont de la même couleur? Oui. C'est l'ombre. C'est l'ombre, tout à fait. Effectivement, donc l'ombre qui est là donne l'impression que la case B est plus claire. Et comme la case A est en pleine lumière, on a l'impression qu'elle est plus sombre, tout à fait. Quel est l'autre? Oui. C'est le relief Le relief de quoi? qui est orienté un peu. Tu parles de l'angle de ça ou tu parles du cylindre? Tu parles de quoi? Non, de l'angle du plateau. Je pense pas que ce soit le relief. Je pense que c'est pas. Je pense qu'une des raisons. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ouais, vas-y. Parce que normalement, la case B, on voit ça comme blanc. Tout à fait. Et la case A, on la voit comme noire. Et aussi, la case A est entourée de cases blanches, donc ça fait un contraste. Et la case blanche est entourée de cases noires, ça fait un contraste. Bon. Tout ça, ça nous fait dire, elles ne sont pas de la même couleur. Mais elles sont de la même couleur.
Pour conclure, notre cerveau ne voit pas la réalité. Notre cerveau, il voit ce qui lui paraît être la réalité. Comment ça fonctionne? De l'extérieur, c'est de la lumière, elle vient frapper notre œil. Notre œil, c'est une sphère. L'image est inversée. C'est comme, vous savez, le dos d'une cuillère, ou peut-être même ça d'ailleurs, non, ça ne marche pas. Le dos d'une cuillère, le visage est inversé quand on garde notre visage sur le dos d'une cuillère, parce que c'est en creux. Bon. Cette image inversée, ensuite, elle va dans ce qu'on appelle le nerf optique, qui relie l'œil au cerveau. Je synthétise. Hein. Et donc, elle se convertit en électricité, parce que le cerveau, c'est de l'électricité avant tout. Et cette électricité, quand elle arrive au cerveau, le cerveau, il se dit, bon, bah, ah, je dois recréer l'image. Et donc, il recrée l'image. Et ça, il fait ça en permanence, c'est pour ça qu'on peut voir. D'accord? Donc, tout ce qu'on voit, c'est juste ce que le cerveau estime être la réalité, et non pas la réalité. Et comme là, il voit un jeu d'échecs, il se dit A et B, c'est pas la même couleur, alors que c'est la même couleur. Ça marche comme ça au quotidien, et c'est pour tous les sens. Qui aime manger, par exemple, une bonne raclette? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez une bonne raclette, puis vous sortez pour aller fumer une cigarette, très bien, ou aux toilettes, et vous revenez de la pièce? L'odeur. Ça pue le fromage. Et pourtant, quand on mangeait la raclette 2 jours après, 2 minutes avant, vous ne sentez pas le fromage. Pourquoi? Parce que le nez, il était habitué à l'odeur. C'est pas le nez, c'est le cerveau. Le cerveau s'est dit, cette odeur-là n'est pas intéressante, je la mets de côté. Et donc, le cerveau a oublié. Autre exemple, vous voyez votre nez en permanence. Depuis le jour de votre naissance, vous voyez en permanence votre nez dans votre champ de vision. Mais votre cerveau l'ignore. Il y a toujours des gens qui vont essayer de regarder, mais je vous garantis, là je vois le bout de mon masque. Ok? On regarde. Voilà. Le cerveau va sélectionner les informations qui sont importantes. Il va représenter la réalité, recréer la réalité. Ça marche aussi pour le son. Si vous faites une machine, par exemple, et qu'elle s'arrête d'un coup, à ce moment-là, vous réalisez qu'elle est en train de tourner, parce que le cerveau avait mis de côté ce bruit-là. Ça fonctionne toujours comme ça. Et pourquoi je dis tout ça? C'est pas pour vous bluffer avec des pièces d'échecs, c'est parce que ça marche pareil avec les fake news. Ces couleurs nous paraissent différentes parce que c'est l'image qu'on a d'un jeu d'échecs. Une fake news va nous paraître vraie parce qu'elle correspond à ce qu'on estime être la réalité. Si vous pensez que les vaccins sont empoisonnés, vous pouvez penser, ça ne me dérange pas. Une information qui vous dit que les vaccins sont empoisonnés, ça va correspondre avec ce que vous imaginez être la réalité et donc vous allez y croire. Ne pas oublier qu'on a tous dans notre tête une représentation de la réalité, grossière, avec une échelle de valeurs, avec des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et en fonction des informations qu'on voit, on va estimer que ça c'est vrai, que ça c'est faux. Première chose. Enfin, n'empêche que de manière rationnelle, il y a une case blanche et une case noire. Non, de manière rationnelle. On nous force à penser que c'est la même couleur. De manière rationnelle, il y a une case grise et une case grise qui sont exactement de la même couleur. C'est votre impression subjective qui les rend des couleurs différentes. La réalité, si vous testez ça avec, vous savez, le code couleur, c'est le même code couleur dans les deux. Exactement le même. Il n'y a pas de manipulation. Essayez chez vous ce soir. Voilà. Je sais que vous allez le faire. Je sais que vous êtes en mode critique. Donc ça, c'est le cerveau. Le cerveau va toujours recréer la réalité. Okay? Une impression de la réalité. Un exemple très simple. L'image, je vous avais dit qu'elle était inversée de l'œil. Et bien, elle arrive inversée de cerveau. Et c'est le cerveau qui la remet à l'endroit. Mais si je vous bande par les pieds pendant 5 heures, votre cerveau va se réajuster et remettre l'image à l'endroit. Et si je vous remets après sur vos pieds, l'image va être inversée et il va falloir quelques heures pour qu'elle se mette à l'endroit. Qui a envie d'essayer? Je tiens l'envers comme ça pendant 5 heures et on voit ce que ça donne. Je suis très déçu. Très très déçu. Donc ça, c'est la première chose. Nos sens nous trompent, notre manière de penser la réalité nous trompe. Maintenant, autre question. On va faire un petit jeu tous les deux et mon but, c'est pas de vous piéger. Je vais vous poser une question et il faut que vous me disiez la réponse qui vient spontanément à votre esprit. Tout simplement, qu'est-ce qui va apparaître dans votre esprit? Ok? Il y a une raquette et une balle de tennis. Ok? Et vous voulez acheter une raquette et une balle de tennis et vous trouvez dans un magasin une super affaire. La raquette et la balle de tennis, ça fait 1,10 €. Super affaire. Hein. Peut-être pas bonne qualité, mais super affaire. Vous savez que la raquette fait 1 € de plus que la balle. Donc l'ensemble, c'est 1,10 €. La raquette fait 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Combien coûte la balle? 10 centimes. 10 centimes. 10 centimes, on est d'accord? Bon, très bien. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. Pourquoi c'est pas la bonne réponse? Parce que là, on a dit la raquette et la balle ensemble, mais pas la balle de côté. Là, je te demande le prix de la balle. Juste le prix de la balle. 1,10 € en tout. La raquette, 1 € de plus. Combien fait la balle? Vous pensez à 1,10 €.
Ça paraît... Comment? Commençons par les 10 centimes. Si la balle fait 10 centimes, combien coûte la raquette? Non, 1,10 €. Parce que la raquette fait 1 € de plus que la balle. Donc si la balle fait 10 centimes, la raquette fait 1,10 €. Les deux ensemble, ça fait combien? 1,20 €. Et nous, on veut 1,10 €. Mais si on estime que la balle fait 5 centimes, la raquette fait combien? 1,05 €. Et donc 1,05 € plus 5 centimes, 1,10 €. Donc 5 centimes, c'est la bonne réponse, mais ça paraît bizarre. On dit c'est pas normal. Je veux que ce soit 10 centimes. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on pense directement à 10 centimes? Parce que on dit 1 € de plus, mais nous on pense à 1 € de plus, la raquette elle fait 1 € et la balle 10 centimes. Exactement, tu simplifies les données du problème. En fait, c'est parce que le cerveau, il fonctionne de deux manières distinctes. La première manière, c'est ce qu'on appelle le système intuitif. C'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est on agit sans réfléchir et on prend des décisions très rapidement. J'ai faim, je vais m'acheter un truc. Je vais ouvrir la porte, on n'a pas besoin de réfléchir. Pas besoin de se dire, je bouge ma main, ça va très très vite. C'est le système intuitif. Il marche très bien la plupart du temps. Il consomme très vite, on pense très rapidement à plein de choses. Ça peu d'énergie, mais il peut faire des erreurs. Comme là, quand je vous ai dit 1,10 €, 1 € de plus, vous avez pensé à 10 centimes. Parce que vous êtes basé sur les éléments que vous avez déjà en tête. D'accord? Et ça vous a induit en erreur. La deuxième manière de penser, c'est ce qu'on appelle le système analytique. Ça, c'est un psychologue qui s'appelle David Kahneman, qui a eu prix Nobel grâce à ça, qui a découvert ça. Il appelle ça système 1, système 2, c'est pareil. Système analytique, c'est ce qui se passe quand vous faites un exercice de maths, quand vous rédigez vos impôts, quand vous apprenez une langue étrangère. Ça mouline. Il fonctionne lentement, il fait plus d'erreurs, mais il est plus rationnel, plus analytique. Un exemple très simple, je ne sais pas, il y a quelques semaines, je sors du train, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, donc je suis en mode pur intuitif, je ne réfléchis pas, et je vois que les gens font un queue pour sortir à droite, donc je me mets derrière et puis j'attends. Intuitif. Et puis d'un coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Sur ma tête, je vois une sortie à gauche que personne n'emprunte. Je passe en mode analytique, je me dis, je peux aussi sortir par là, et je change de fil. On a tous connu ça, des fils de concert où les gens font la queue d'un côté alors qu'ils peuvent aller à gauche. C'est pas qu'ils sont idiots, c'est pas que c'est des moutons, c'est qu'ils sont en mode intuitif. Ok? Je te pose juste 2-3 questions, si ça ne te dérange pas. Tu vas répéter après moi un mot, ok? Blanc. 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 Que boit la vache? Que boit la vache? Lait. Voilà. C'est normal. Donc la vache ne boit pas du lait, elle boit de l'eau. Ah ouais, de l'eau, c'est vrai. C'est normal, mais c'est normal. C'est normal. C'est pareil, c'est parce que tu étais devant, t'inquiète pas. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu étais en mode pas prise de tête, intuitive. Et moi, dans ta tête, j'ai mis un mot. J'ai mis blanc. Et tu as dû penser à blanc. Tu as pensé à blanc, tu as pensé à blanc. Et après, je t'ai dit que boit la vache. Et là, dans ta tête, tu avais blanc d'un côté, vache de l'autre, tu as pensé à lait. Parce que c'était intuitivement ce qui allait. Ça, c'est le système intuitif. Par contre, si tu avais eu 30 secondes pour réfléchir, tu te serais dit, ben non, c'est pas normal, c'est du lait. Tu serais passé en mode analytique. Ok? Ça, c'est la différence entre les deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à votre avis, c'est quoi ce qui se passe quand on est sur des réseaux? Est-ce qu'on est plus en mode intuitif ou en mode analytique? Intuitif, on ne réfléchit pas. Et donc, on va avoir l'impression qu'une information est vraie, parce qu'elle nous paraît vraie sans réfléchir. Mais des fois, c'est du gros n'importe quoi. Ok? Et on est toujours en mode intuitif sur des réseaux. Un exemple très simple. Un exemple. Regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu cette vidéo? Moi j'ai essayé. T'as essayé quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire, t'as essayé? J'ai coupé l'eau. Ouais. Mais donc, au début, la première seconde que vous avez vu cette vidéo, vous avez vu de l'eau qui coule. Alors que dès le début, c'est un bout de papier. Mais votre système intuitif, il se dit quoi? Il se dit, il y a un robinet, il y a le bruit, ça ressemble à l'eau, c'est de l'eau. Et si je vous avais demandé de me dessiner ça avant Coutizo, vous aurez dessiné de l'eau. Oui. Si on n'aurait pas vu le son, je pense qu'on aurait su que. Exactement. Mais parce que l'environnement va jouer. Ton cerveau intuitif, il réfléchit, il prend tout ce qu'il a en compte. Il dit, ok, donc c'est de l'eau. C'est la solution la plus logique, en fait. C'est la solution la plus logique. Tout à fait. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, encore une fois, c'est embêtant sur le réseau, parce qu'une fake news, généralement, intuitivement, elle paraît vraie.
intuitivement, elle va nous émouvoir, nous faire rire, nous inquiéter. On va dire c'est sûrement vrai. Ok? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ok. Maintenant que j'ai vu que votre cerveau ne peut pas y faire confiance, je vais vous montrer que je peux manipuler ce que vous entendez. Ok? C'est ici pour monter le son si je m'abuse. Vous tournez, c'est ça? On va voir. Ouais, c'est bien. Alors, faites-moi confiance sur un point. Je vais vous montrer, vous lisez ce qu'il y a écrit là, vous écoutez, et vous me dites ce que vous entendez, ok? Ok. Qu'est-ce que vous avez entendu? Quand on a lu les paroles, et ben on a cru que la musique elle disait ça alors que. Exactement. Et comme moi j'ai pensé à pas regarder les paroles, mais c'était pas du tout. Chez toi? Là maintenant ou chez Ouais, toi? non, non, non. Ouais, d'accord. Et donc, ok, ça c'est intéressant, oui? Bah, Il dit n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pensez que le chanteur Metallica, qui est un chanteur donc, de hard rock américain, chante ça? Non, ce n'est pas ça. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on entend ça? Il y a 3 raisons. Pourquoi on entend ça? Parce que notre cerveau il lit, du coup, bah, quand on lit, bah, on entend les paroles. Tout enfin, à les fait. mêmes paroles. Tout à fait. Première raison. Il y a 2 autres raisons, à votre avis, c'est quoi? Oui. Exactement. La qualité sonore est très mauvaise. C'est fait exprès. Si la chanson était parfaitement audible, ce serait plus dur de croire ça. Il vous manque des informations. Et la 3e raison, à votre avis, c'est quoi? est-ce qu'on ne pousse pas la tête à chercher et s'y a marqué? Oui. Alors là, on est sur la première raison. En gros, il a des indices qui vont l'orienter. La qualité sonore n'est pas très bonne. Et ce qui vous manque, c'est que je pense que vous êtes des êtres humains formidables, mais je pense que votre niveau d'anglais n'est pas aussi bon que le niveau de français. Même si vous parlez très bien anglais, vous ne parlez pas aussi bien que votre français, qui est généralement la langue maternelle, donc intuitive. Or, le cerveau, quand il ne comprend pas, il se branche directement sur ce qu'il connaît le mieux. Moi, je suis allé au Japon, j'ai vécu au Japon. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot de japonais, que les japonais parlent autour de moi, j'entendais des mots de français. En plus, le japonais a des sonorités très proches du français, kakikukeko, contrairement au chinois où là, c'est très compliqué. Donc, le cerveau se branche sur ce qu'il connaît le mieux. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait cette énigme il y a 2 semaines en Angleterre, dans un lycée bilingue. Tout était français, mais ils parlent très très bien anglais. Et ça marche quand même, parce que la langue maternelle, c'est français. Par contre, il y a 1 mois, j'ai fait la même chose avec une américaine. Ça ne marche pas, parce que sa langue de base, c'est l'anglais. Donc, il y a 3 informations. Et d'1, vous ne maîtrisez pas assez bien l'anglais. Et de 2, il vous manque, le son est pourri, donc il vous manque des informations. Et 3, j'oriente votre attention pour vous donner du sens, pour mettre du sens. Et ça, c'est ce qu'on retrouve avec les fake news. Prenez le début de l'épidémie du Covid. On va parler de 3 sujets d'actualité parce que c'est intéressant. En mars 2020, vous n'êtes pas virologue, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous n'êtes pas scientifique, vraisemblablement, moi non plus. Donc il vous manque des connaissances. De 2, on a très peu d'informations, ça vient de Chine, on ne sait pas trop à quoi ressemble ce virus, donc il vous manque des connaissances. Donc vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas toutes les informations. Arrive une théorie du complot qui vous explique que le virus, c'est un complot des Chinois pour détruire l'économie américaine. Et bien, pas tout le monde va y croire, mais certaines personnes qui ont envie de mettre du sens, comme ils ont envie d'entendre cette musique, ça va leur parler, parce que ça comble le manque d'informations qu'ils ont. Le cerveau, il ne supporte pas quand il ne comprend pas. Il veut toujours donner du sens. Ça, c'est un truc qui s'appelle l'heuristique. C'est un mot un peu compliqué, mais qui veut dire un truc très simple. Quand il te manque des informations, tu vas les compléter par toi-même. Si tu ne sais pas pourquoi ton patron ce matin t'a pas dit bonjour et que tu flippes un petit peu, tu vas dire qu'il fait ça parce qu'en fait il va te licencier. Tu vas mettre du sens alors qu'il a juste une mauvaise nuit. Mais l'être humain aime bien donner du sens et généralement du sens qui le concerne. Voilà. Ça c'est l'heuristique. Quand les informations sont incomplètes, on a tendance à les compléter par nous-mêmes. Un exemple très simple. Vous rentrez chez vous le soir, c'est sombre, il y a une forme sombre devant votre fenêtre. Vous pensez à quoi? Vous pensez à un voleur, vous pensez à un fantôme. Vous allumez la lumière, vous rajoutez de l'information, c'est un manteau, bien sûr. Mais votre cerveau, c'est pas juste dit, tiens, c'est une forme sombre. Il a donné du sens.
Ça, c'est l'heuristique. Enfin, ça, c'est le fait de donner du sens de partout. L'heuristique, c'est trouver des conclusions. Un autre exemple très simple et très très connu. Là, vous voyez quoi? Un point, il n'y a pas de piège. Hein. Un point, on est d'accord? Là, vous voyez quoi? Là, vous voyez quoi? Un visage. Et maintenant que vous avez le visage en tête, là, vous voyez quoi? Des yeux. Généralement, on voit encore les yeux du visage, parce que ça reste dans notre tête. Alors ça s'appelle la pareidolie. C'est le fait de voir des visages de partout. On a tous vu ces images sur Internet, où il y a deux boulons et un truc, et on voit un visage. Ok? L'être humain est câblé pour reconnaître des visages. L'être humain est câblé pour donner du sens. Dans les nuages, dans la fumée, de partout, on voit du sens. D'accord? Surtout des visages. Surtout des visages. C'est pour ça que les militaires, par exemple, quand ils veulent se camoufler, ils ne vont pas se grimer tout en noir, parce que ça reste un visage. Ils vont casser les lignes de leur visage en mettant des barres noires ici, pour casser la structure de leur visage. Comme ça, on ne peut pas identifier. Ok? Donc ça, alors c'est pas que l'heuristique, mais l'idée, c'est qu'on va mettre du sens de partout. Généralement, c'est très 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 pratique l'heuristique, parce que quand on achète une maison, on n'est pas immobilier, on n'a pas toutes les informations. Quand on achète une voiture, on n'a pas toutes les informations. Donc c'est intéressant que le cerveau puisse avoir des conclusions, même s'il manque des informations, parce qu'on n'aura jamais toutes les informations. Le problème, c'est que des fois, ça peut nous induire en erreur, et ça peut nous emmener vers des fake news. Un exemple très simple, et un peu moins récent, c'est ça. Les Américains sont supposément allés sur la Lune en 1969. Certains pensent que c'est pas vrai, que c'est un montage, que c'est Stanley Kubrick qui l'a fait. Moi, je pense que c'est... Voilà. Mais donc, en théorie, les Américains sont allés sur la Lune. Et pour montrer qu'ils étaient les premiers à être sur la Lune, ils ont planté un drapeau américain. Et on a tous cette image du drapeau américain comme ça qui flotte sur la Lune. Moi, j'ai un petit problème avec ça. Juste après, c'est à toi. Un drapeau qui flotte, c'est ça. Ouais. Et pour ça, il faut qu'il y ait du vent. Et sur la Lune, il n'y a pas de vent. Il y a un souci, en fait. D'abord, ma conclusion, après je te laisse la parole, c'est promis. Ma conclusion, c'est que comme il ne peut pas flotter, c'est un montage, et donc les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Qui pense que ce raisonnement se tient, et sinon, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, moi, je crois que j'appelle ça un syllogisme, c'est qu'on arrive à une conclusion erronée, on fausse le raisonnement jusqu'au bout. C'est pas parce que le drapeau ne peut pas flotter sur la Lune qu'il y a pas de drapeau et que les Américains ne sont pas là. Je ne sais pas si on peut appeler ça un syllogisme, enfin je sais ce que c'est un syllogisme. Pour moi, c'est plus une sorte de généralisation qu'un syllogisme. Un syllogisme, ça part du principe que des prémices, donc le début est faux. C'est la conclusion qui est fausse. Mais bon, après, Ouais, mais en théorie, c'est... Alors, ça pourrait être vrai si les Américains disaient la seule preuve qu'on est sur la Lune, c'est que le drapeau flotte. Dans ce cas, tu peux dire, non, il ne flotte pas, donc tu n'es pas allé sur la Lune. Mais effectivement, il y a plein d'autres raisons qui, même si ça ne marche pas, il y a plein d'autres raisons qui pourraient justifier qu'ils sont allés sur la Lune. Mais je vois l'idée de raisonnement. Qui voulait, un ou deux, vous vouliez parler, je crois, non? Non? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il nous manque une information, c'est que le drapeau américain sur la Lune, il ne ressemble pas à ça. Il ressemble à ça. C'est quoi la différence? On aurait dit, il est tout froissé, il est un peu bizarre. Alors, on aurait dit qu'il est froissé parce qu'il n'y a pas de vent, mais surtout... Il tient droit parce qu'il y a une espèce de tige. Une tige en métal, verticale. Et il a toujours été comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, avant que je fasse cette intervention, j'imaginais le drapeau américain flottant comme ça au vent sur la Lune. Parce que j'avais l'image un peu archétypale du drapeau. Donc il manquait une information. Et maintenant, c'est cohérent qu'il puisse tenir droit même sans vent. Parce que cette information, on ne l'avait pas. Mais si moi j'ai envie de croire que les Américains ne sont pas allés sur la Lune, je ne vais pas vérifier ça. Ou alors je vais dire que c'est encore un montage. Donc peut-être qu'ils ne sont pas allés sur la Lune, mais cet argument-là, il ne tient pas. Donc l'information là que vous avez passée avant était fallacieuse. Elle est logique. Elle est logique, à l'extrême. mais il manquait un élément. Ah oui. Et c'est ça le problème. C'est que les raisonnements qu'on a, généralement, ils sont très logiques, c'est juste qu'il nous manque des éléments. Par exemple, si je vous dis, c'est connu que les scientifiques peuvent être achetés par des grandes entreprises, par conclusion, je ne crois pas aux études qui prouvent que le vaccin n'est pas dangereux. C'est simplifié. Pour moi, c'est une sorte de généralisation abusive. C'est une simplification qui oublie certains paramètres, que par exemple, tous les scientifiques ne sont pas corrompus, il y a quand même des garde-fous, il y a quand même beaucoup d'études, donc il faudrait corrompre tous les scientifiques, il faudrait qu'ils aient aucune éthique, il faudrait que... Ça fait beaucoup de paramètres, mais si on simplifie, ça peut sembler logique. Et généralement, une théorie du complot simplifie un raisonnement pour que ce soit plus satisfaisant pour le cerveau. Une fake news propose une solution simple à un problème compliqué, généralement. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Je ne sais plus qui.
Tu remets juste tes lunettes. L'ennemi de la fake news, c'est l'analytique, en fait. Aller jusqu'au bout. L'ennemi de la fake news, C'est analytique, essayer de démontrer les choses. Et quand on va jusqu'au oui, bout, oui, oui. Moi, je pense que l'ennemi principal de la fake news, ça doit être la modestie. Mais oui, dans l'idée, je suis d'accord avec vous. Effectivement. Remettre en question ce qui paraît trop simple. Mais à la fin, on verra un petit peu les astuces qu'on peut faire pour pas tomber dans ce genre de raisonnement un peu trop facile. Donc voilà. Oui, pourquoi moi je pense que les Américains sont allés sur la Lune, au-delà du fait qu'il n'y a pas de preuves qui montrent qu'ils y sont pas allés, c'est que, je vous rappelle qu'à l'époque, ils étaient en guerre contre l'URSS, guerre froide, et que l'URSS avait lancé un satellite de l'espace quelques années plus tôt, et que là, c'était une grosse défaite pour la Russie en fait. S'il y avait le moindre soupçon que les Américains ne soient pas allés sur la Lune, le moindre soupçon, les Russes se seraient empressés de se dire, et se seraient empressés de batailler pour dire que les Américains ont menti. Ils l'ont pas fait, donc soit ils font partie du complot, mais je vois pas l'intérêt, puisque c'était vraiment en guerre. Moi, je pense qu'il est plus rationnel de penser qu'ils sont allés sur la Lune. Oui. Mais par exemple, sur la Lune, c'est pas possible qu'il y ait du vent. Du coup, s'ils veulent faire tenir le drapeau, Ouais. imaginez qu'ils sont partis sur la Lune, ils sont obligés de mettre un bâton pour tenir. C'est pour ça qu'ils ont mis un bâton, justement, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de vent. On ne sait pas s'ils sont vraiment partis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que certaines personnes me disent que l'argument qui prouve que les gens ne sont pas allés sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, donc un drapeau ne peut pas flotter. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que il n'y a pas besoin de flotter, puisqu'il est maintenu. Parce que les astronautes, ils se doutaient qu'il n'y avait pas de vent sur la Lune, ils avaient étudié ce truc. Ça répond à ta question? Ouais. Donc, l'heuristique, c'est ça. L'heuristique, c'est on va aboutir à des conclusions très rapidement, parce qu'il nous manque des informations. C'est un peu ce qui s'est passé avec le sable radioactif au début. Il nous manquait l'information que le taux est bas. Et donc, on arrive à la conclusion que c'est très dangereux. Un autre exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Twitter, BFM. Les fake news, c'est pas que tonton conspirationniste. Ça peut être BFM, ça peut être le gouvernement, j'ai aucun souci avec ça. Souvent, on dit oui, mais vous êtes la parole du gouvernement parce que vous êtes contre les fake news. Ah non, mais croyez-moi que le gouvernement en a plein. J'ai fait une intervention il y a un mois à Aix-en-Provence où il fallait repérer les fake news des politiciens. Je me suis servi, il y en avait de partout. Faut pas... L'esprit critique, c'est un outil pour aussi lutter contre les fake news officielles. Pas de souci avec ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut gober des choses qui sont fausses. La plus grosse comète que j'ai observée se dirige vers la Terre. Juste ça. Et là, ma grosse heuristique me dit, on va tous mourir. On est d'accord? Ouais. Moi, je pense que tu as raison. Puisqu'en fait, c'est ça. Donc, lui, c'est un vulgarisateur d'astronomie, pardon. Qui était un peu énervé d'ailleurs. Bravo les gars, super, continuez. Pour une comète qui n'approche jamais de la Terre, à moins de 1 milliard de kilomètres, c'est vraiment très idéal. Je pense qu'1 milliard de kilomètres, c'est pas notre plus grand problème actuellement, avec le réchauffement climatique, le virus et la guerre. Je pense qu'on peut mettre de côté la comète. Et donc on a racheté une information, voilà. Mais bien évidemment, le titre de BFM n'avait aucun intérêt à dire ça. Imaginez un article qui va être, une comète va passer à 1 milliard de kilomètres de la Terre. Moi je clique pas, ça m'intéresse pas. Par contre là, j'ai envie de cliquer pour savoir si on va mourir. C'est un autre souci qu'on va voir plus tard, c'est que les articles de journaux, par exemple, ont tout intérêt à faire ce qu'on appelle du putaclic pour nous happer. Et ça, l'information n'est pas fausse, mais elle n'est pas complète. C'est le souci. Tout va bien jusque-là? Pas trop dense, pas trop venu? Vous avez des questions par rapport à ça, des désaccords? Vous voulez débattre de l'unissage américain ou de... Ça ne me dérange pas. Donc ça, c'était la première partie qui était un petit peu comment fonctionne le cerveau très rapidement. Il fonctionne à l'intuition et il y a toujours à avoir des conclusions très rapidement. Et ça, c'est au quotidien. Si vous voyez quelqu'un qui est mal habillé, vous allez vous dire que cette personne est négligée. Si vous voyez, je sais pas, un homme qui a des ongles en vernis, vous allez vous dire que cet homme est efféminé. Vous allez arriver à des conclusions. Très rapidement. Et le but, alors si vous pensez ça, moi je pense pas ça du tout, mais en fonction des préjugés qu'on a, on va cataloguer les gens. La base du racisme, c'est ça aussi, c'est des raisonnements très rapides sur des groupes de personnes. Voilà. Maintenant, on va parler judo. Est-ce que vous connaissez ce bonhomme? Non? C'est qui? Teddy Riner. Il fait quoi Teddy Riner de la vie? Il fait du judo. Et il est bon en judo? Bon, 10 fois champion du monde. Cocorico. Teddy Riner, il est super fort en judo. On est d'accord. Et Teddy Riner, il fait de la pub pour Ford. Ben moi, je me dis, comme Teddy Riner est bon en judo, ça veut dire que Ford, c'est une bonne voiture. Non. Non, pourquoi non? En fait, comme Teddy Riner il est bon au judo, ils le prennent pour faire de la pub, mais c'est pas forcément que la voiture est bonne. Tu as raison, et tu as un très bon esprit critique.
C'est exactement ça. Parce qu'ils vont voir, vu que lui il est pas, ils vont voir que la voiture elle est super. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. S'il y a une autre personne qui ne connaissait pas et qui n'aurait pas attiré, ça ne peut pas tarder sur. Bah, si vous avez mis, je sais pas moi, Eric Zemmour ou n'importe qui d'autre, ça aurait pas eu le même effet. Bon, ça va, vous rigolez, c'est bon. Oui. Bah, c'est le principe du placement de produit. C'est exactement ça. Et en fait, ça alors là, c'est l'inverse. Là, on met une star dans une pub, mais le placement de produit, c'est pareil. Quand James Bond conduit une Aston Martin, on se dit, ça veut dire que si je conduis une Aston Martin, je suis James Bond. Bah, le raisonnement est logique, non? C'est le principe de la pub, du marketing. Et ça, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Même un petit peu. C'est à cause de notre cerveau encore. Ça s'appelle un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est... Alors, qui sait ce que c'est que la cognition? Le cognitif, qui sait ce que c'est? C'est tout ce qui est lié à la connaissance et aux mécanismes qui nous permettent Exactement. d'appréhender cette connaissance. Fonctionnement du cerveau. Sciences cognitives, psychologie, neurologie, etc., etc. Un biais cognitif, c'est une erreur de raisonnement. Un truc nous paraît vrai, alors que c'est pas vrai. Mais ça nous paraît logique. Et là, par exemple, c'est un truc qui s'appelle l'appel à l'autorité. Teddy Riner est bon en judo, on met à côté d'une voiture, et donc on a déduit qu'il est bon en voiture, qu'il s'y connaît en voiture. Appel à l'autorité. C'est hyper courant. Mac Lesguy, qui est présentateur de l'émission scientifique E égale M6, fait de la pub pour de dentifrice. On se dit, comme ce mec est un bon scientifique, je ne sais même pas s'il est bon scientifique, mais en tout cas, donc ce dentifrice est bon. Mais ça se trouve pas du tout, il a juste touché un chèque en fait. Mais ça marche. On va associer le dentifrice avec le prestige de Mac Lesguy. Pourquoi est-ce qu'on se sent un petit peu George Clooney quand on boit un café? Pourquoi est-ce que Brad Pitt il fait une pub pour des montres? Parce que, biais cognitif, on va associer la montre à Brad Pitt, le café à George Clooney, la voiture à Teddy Riner. Okay, il y a plein de biais cognitifs, il y en a plus de 150. On va tous les faire. Non, on va pas tous les faire. Mais juste 2-3 comme ça que j'aime bien. Tu sais quoi, cette crème là, elle est 100% naturelle. Biais cognitif, c'est de se dire, comme elle est naturelle, c'est bon. La manite phalloïde, c'est aussi naturel. C'est pas bon. Le fait que ça s'appelle l'appel à la nature, et ça, il y a plein de pubs qui vont vous dire 100% naturel. Oui, mais ça se trouve, c'est mauvais, ça veut rien dire. Le chimique et naturel, ça veut rien dire de manière générale. Le sel, c'est chimique, mais c'est aussi naturel. Bon, ça, c'est l'appel à la nature. Si je vous dis que ce restaurant il est ouvert depuis 1882, ouais, peut-être qu'il est mauvais depuis 1882. Ça, c'est l'appel à l'ancienneté. Ok, si moi j'étais arrivé avec des petites lunettes et un costard, vous m'auriez écouté peut-être un peu différemment, en tout cas au début. D'accord? Si moi je suis un scientifique et que j'ai pas de blouse blanche et que j'arrive comme ça en t-shirt, dites que je suis pas sérieux. Si j'ai une blouse blanche, vous me dites, lui c'est un vrai scientifique. Ça, c'est l'effet blouse blanche. Et par exemple, il y a un scientifique durant la pandémie qui s'appelle Didier Raoult, qui a fait plein de vidéos YouTube. On en pense ce qu'on veut, hein, c'est pas mon problème. Il était toujours en blouse blanche. Il est docteur, il n'a pas besoin d'avoir une blouse blanche au quotidien. S'il met une blouse blanche, c'est pas anodin. C'est pour se donner un prestige scientifique. Et ça marche. Il y a plein d'études qui montrent qu'on fait plus confiance à un scientifique s'il est en blouse. Parce qu'on a associé la blouse au prestige scientifique. Regardez toutes les vidéos, toutes les pubs de dentifrice. Tous les gens qui présentent ça, qui sont des comédiens, ils arrivent en disant docteur machin, et ils ont une blouse. Pour qu'on dise, c'est un scientifique. Donc ça, c'est un bon dentifrice. Un spoiler, tous les dentifrices se valent. Tous. C'est juste de la pâte qu'on met sur les dents. Voilà. Je crois qu'il n'y a que le fluor qui peut changer, mais le reste, de genre fake news, ça c'est une belle fake news. Personne n'est dentiste, ça va. Donc voilà, ça, voilà. Alors, les biais cognitifs, il y en a plein. C'est passionnant à étudier, on pourrait en parler des heures. Je reviendrai volontiers pour faire un truc sur les biais cognitifs. Mais je vais vous en donner deux qui sont très utilisés pour nous convaincre qu'une fake news, ça fonctionne. Ok? Pour ça, petite mise en situation, mesdames et messieurs. Imaginez, il est tard, vous êtes chez vous, et vous allez sur les réseaux sociaux pour vous détendre. Ok? Et là, vous tombez sur deux articles. Non, mais c'est un dentiste, non? Son père. Ah, Vous l'avez vexé. c'est ça. Comment ça, tous les dentifrices se valent? Donc il est tard, vous êtes chez vous, vous allez sur les réseaux sociaux pour vous détendre. Et là, vous tombez sur deux articles. Lequel choisissez-vous pour lire? Tout d'abord, il y a les solutions générales des équations non homogènes. Et là, je sens votre petit cœur qui bat de plus en plus fort parce que ça a l'air incroyable. Et ensuite, il y a ça. Sur quoi vous cliquez? Soyez honnête, s'il vous plaît.
Sur le chat. Pourquoi est-ce qu'on clique sur le chat? Alors, à chaque classe, parce qu'il est beau, c'est vrai, Matt, c'est une bonne raison. Parce qu'en gros, il a fait un truc. Trop coquinou. Le fou, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais si je suis sûre qu'on me demande, c'est pas pour faire des maths. Tout Quoi. à fait, tout à fait. Moi, je veux savoir ce qu'il a fait le chat. Ça, c'est un titre qui est très accrocheur. Il fait quoi? Bah, c'est moi qui l'ai inventé, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, tu peux imaginer ce que tu veux. Hein. Tu peux imaginer que. On clique sur le chat pour plein de raisons, mais notamment pour une qui est qu'il est trop mignon. Et ça, c'est un biais cognitif hyper important qui s'appelle le biais émotionnel. Le biais émotionnel, c'est très simple. Entre une information qui te procure 0 émotion et une information qui te procure 2 émotions, tu vas choisir l'information qui te procure 2 émotions. Tout simplement. Ok? Ça marche au quotidien. Tout le temps. Ce qui est très intéressant, et en fait, ça se voit au quotidien, c'est-à-dire que par exemple, il a été prouvé qu'on retient mieux quelque chose si on a des émotions quand on l'apprend. Si tu adores un instrument, que tu apprends d'instrument, tu vas apprendre très vite. Si tes parents t'ont forcé à faire d'instrument pendant 10 ans, merci papa, merci maman, et que ça ne t'intéresse pas, tu vas apprendre beaucoup moins vite. Parce que tu n'as aucune émotion associée à cette connaissance. Une information qui te procure de l'émotion, tu la retiens davantage qu'une information qui ne te procure pas d'émotion. Et plus l'émotion est négative, plus tu retiens ce truc. Moi, je suis écrivain. Si le matin, j'ai 3 avis positifs sur mon livre, et le soir, j'ai un avis incendiaire, à votre avis, je retiens quel? L'avis incendiaire, alors que j'ai eu 3 fois plus d'avis positifs. Ça s'appelle le biais de négativité. On retient ce qui nous ennuie, ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse. Ok? C'est comme ça qu'on retient les choses. Tout lien avec l'élection qui vient de se passer est fortuit. Mais les politiciens vont jouer là-dessus, sur l'émotion. L'émotion positive ou négative. Voilà. Ça, c'est biais émotionnel. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à votre avis, une fake news, elle est plus émouvante ou moins émouvante qu'une vraie information? Toujours plus émouvante. Elle va jouer sur la peur, sur la joie, sur le bonheur. C'est pour ça qu'elle marche. C'est pour ça qu'elle fonctionne. C'est parce qu'elle nous procure de l'émotion. Et comme on est ému, on est moins vigilant. Comme on est ému, on va baisser notre esprit critique. Parce qu'on est dans l'émotion. C'est très bien l'émotion, hein, j'ai écrit une trilogie dessus. Mais ça peut être un piège pour raisonner. Exemple très simple. On ne voit pas très bien du contraste, mais ça, c'est une personne qui a dit Yes, I'm pure, donc je suis un sang pur, un fan d'Harry Potter certainement. Et il montre, en tout cas une vidéo, où il y a 2 fioles. Une fiole de sang de non-vacciné qui est rouge, donc qui est la couleur classique du sang, donc tout va bien. Et du sang de vacciné qui est noir, ce qui n'est pas la couleur classique du sang, donc ça ne va pas. Ok? Si moi, j'ai un peu peur du vaccin, et que je suis assez sensible, et que je vois ça, qu'est-ce que je vais ressentir? De la peur. Et je vais partager cette information pour que les autres soient au courant. Et peut-être que ça va me décider de ne pas me vacciner. Je ne suis pas en train de faire un débat sur le vaccin, juste pour dire que la peur va jouer. Si on oublie la peur, qu'on prend du recul et qu'on essaie de voir vraiment de quoi il retourne, on se rend compte que c'est du ketchup et de la sauce barbecue dans les fioles. D'accord? Mais ça ne marche que si on est vigilant. Si on ne se fait avoir que par la peur, on ne réfléchit pas et on va agir en conséquence. Ça, c'est comme les spams que vous voyez sur Internet, où les gens vous expliquent votre compte vient d'être piraté, il faut absolument que vous vous connectez maintenant pour changer votre mot de passe. Et ce faisant, comme vous agissez par la peur, vous vous faites avoir et vous laissez votre mot de passe au vrai qu'est-ce que je voulais dire, au vrai escroc qui va vous pirater. Ou alors le fameux prince Nigeria qui doit faire un virement de 100 000 € et qui a besoin de votre compte pour ça. Moi, ça me fait rêver, j'aimerais bien, mais ça n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Méfiez-vous des émotions quand elles vous demandent, elles sont utilisées pour vous faire réagir sur quelque chose. Ok? Ou alors, vous savez, les gens dans les rues qui vous arrêtent pour des associations, alors c'est très bien, ils font un bout difficile, mais excusez-moi, vous avez envie de sauver la planète? Ben oui, mais voilà. On va jouer sur l'émotion, sur la culpabilité. Je dis ça, il faut sauver la planète. Hein. Et maintenant, ça, on l'applique sur les réseaux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Il y a quelques jours, il y a ce tweet qui est arrivé. Je suis assis sur Twitter. Agence France Presse, très respectable. Le niveau de radioactivité sur la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine est anormal, a estimé le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, en visite sur place. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? Inquiétude. Radioactivité. Anormal. Tchernobyl. Ukraine. Avec tous les mots anxiogènes qui sont dans un seul tweet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est retweeté, c'est partagé. Ok?
Il s'avère que c'est une erreur. C'est une erreur de traduction de ce qu'a dit Raphaël Grossi. Ok? Et donc, l'AFP, et c'est très bien qu'il l'ait fait, a fait un correctif en disant, à la suite d'une erreur de transcription des déclarations de Raphaël Grossi, chef de l'agence américaine de l'Union, la dépêche à l'origine de ce trade a été annulée. Trade, c'est une suite de messages sur Twitter. Par conséquent, il va être supprimé de quelques instants toutes nos excuses. C'est très bien, ils ont fait leurs excuses. Mais regardez bien. Regardez le nombre de personnes qui ont aimé, partagé et retweeté. 196, 37, 191. Et regardez le nombre de personnes qui ont partagé le correctif. 47, 18, 71. J'ai pris les deux tweets à 2 heures d'écart pour pas qu'il y ait de fausseté. Ça, c'est toujours ce qui se passe en cas de fake news et de correctif. La fake news est beaucoup plus propagée que le correctif. Toujours. Pourquoi? Parce que ça procure aucune émotion. J'ai pas envie de partager ça, je m'en fiche. Par contre, là, je suis inquiet. J'ai envie de partager ça. Il faut aussi imaginer autre chose aussi. Si moi, j'ai partagé une fausse information, j'ai pas envie d'admettre que j'ai fait cette erreur-là. Donc, j'ai pas envie de partager le correctif. Mais donc, on arrive. Ça veut dire un truc très simple, c'est qu'il y a des gens qui ont vu que le correctif, qui ont vu que la fake news et pas le correctif. Ça pose un souci. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant de partager des informations sur Internet, parce que même si on se corrige après, ce sera beaucoup moins vu, et vérifié. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon? Ou est-ce que vous avez déjà vu des informations qui jouaient sur l'émotion pour nous convaincre de quelque chose qui n'était pas forcément vrai? Par exemple, tel enfant a besoin d'une greffe Absolument. d'organes. Absolument. Absolument, c'est ça. Sur les réseaux, ça. Ouais. Partager un maximum, Tout à fait. etc. Tout à fait. Tout à fait. J'en discutais avec une des bénévoles de la bibliothèque qui a fait ça, qui a partagé cette information. C'est une ancienne enseignante, elle avait partagé cette information à ses élèves à l'époque. Et en fait, il s'est avéré que cet enfant avait vraiment besoin d'une greffe d'organes, mais il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Et en fait, la mensuelle, ça se fait maintenant. Ah ben, ça, il y a souvent des vidéos. On Ouais. pour dire, voilà, alors qu'en fait, le fait des synergies d'appel, Il y a... Qu'est-ce que je veux dire? Là, par exemple, durant les élections, on nous a joué, oui, c'est la fin de la France, de grands remplacements. On va jouer sur la peur. On va jouer sur la peur. Pour accrocher les gens. Pour dire, bah, donc il faut voter pour moi, sinon ça va mal se passer. Moi, je pense, et là c'est très personnel, je pense que c'est assez irresponsable de la part d'hommes politiques de jouer sur les émotions à ce point pour convaincre. Soit ils ont un bon programme, soit ils n'ont pas un bon programme. Bon, ça, c'est un point de vue plus personnel. Mais voilà. Donc, ça ne veut pas dire que l'émotion n'est pas intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser l'émotion. Moi, je pense que, par exemple, pour le réchauffement climatique, il faut jouer sur l'émotion, parce que c'est trop abstrait pour les gens. Tout dépend de la dose, et tout dépend du message, tout dépend pourquoi. Il ne faut pas manipuler. On peut jouer sur l'émotion sans manipuler. Voilà. Bon, là, donc, on a parlé du vaccin, on a parlé de Tchernobyl. Donc, c'est du sujet un petit peu dense, un petit peu lourd. Donc là, on va être sur un sujet un peu plus léger, si ça vous va, pour se détendre un petit peu. La guerre en Ukraine. Alors, mon but, c'est pas de vous dire quoi penser sur la guerre en Ukraine. Moi, j'ai un avis qui est assez tranché. Je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est l'esprit critique, donc je ne vais pas vous dire quoi penser. Mais on va imaginer un truc. On va imaginer une petite, mais je t'en prie, une petite mise en situation. Imaginez qu'il y a Hervé et Julie. Pas de Hervé, pas de Julie, si? Hervé? Bon, bah voilà, c'est ton père. Il y a une Julie ou pas? Non? Bon. Donc il y a ton père et Julie. Hervé ou Michel, ou ce que tu veux, on va dire Michel. Michel et Julie sont en train de papoter. Ils prennent un café tranquillement. On est en janvier 2022, donc il n'y a pas encore la guerre en Ukraine. Et ils parlent de politique, parce qu'on est en France, on parle de politique. Et bien Michel, il dit, écoute, moi je pense que le plus grand danger pour l'Europe, c'est Poutine. Parce que Poutine, c'est un ancien du KGB, donc le service secret russe. Il dirige une main de fer à la Russie depuis des années. Il a tué des journalistes, la Tchétchénie, la Crimée. Cet homme est dangereux. Julie dit, bah, écoute Michel, ok, Poutine, c'est pas le mec le plus gentil du monde, mais moi ce qui pose un vrai souci, c'est la présence des Américains en Europe. Parce qu'avec l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, il peut poser des missiles de tous les pays partenaires. Il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, les Américains n'ont rien à faire ici. Et je pense que c'est plus dangereux que Poutine. Bon. Michel pense que Poutine, c'est le plus grand danger pour l'Europe. Julie pense que le plus grand danger, c'est les Américains. Fin février, la guerre en Ukraine commence. Et au début, on ne savait pas trop pourquoi Poutine avait attaqué. Et il y avait 2 explications.
deux interprétations, deux justifications. La première, c'était que la Russie se défend de l'expansion de l'OTAN. En effet, l'Ukraine voulant adhérer à l'OTAN, ça aurait autorisé les Américains à poser des missiles à la frontière russe, c'est dangereux, Poutine se défend. Première explication. Deuxième explication, Poutine, il a 72 ans, il va bientôt quitter le pouvoir, et ce qu'il veut avant, c'est de laisser un héritage et de conquérir un maximum de territoire pour recréer l'Union soviétique. Explication 2. À votre avis, Hervé, qui pense que le plus grand danger de l'Europe, c'est Poutine, il a privilégié quelle explication? Il y a une ou il y a deux? Vous ne basez pas sur mon visage, hein. Il y a deux. Donc, Michel, pardon, pas Hervé, Michel qui pense que Poutine est un dictateur, il va penser que la Russie attaque à cause de l'OTAN ou parce que Poutine veut conquérir les territoires. Ok? Et Julie qui pense que le plus grand danger c'est l'OTAN, elle va privilégier quelle explication? La une, yes. Pourquoi? Hein? Oui, regardez, spoil, c'est ça. C'est le biais de confirmation. En gros, si on est persuadé de quelque chose, on va toujours interpréter ce qui va se passer pour confirmer ce qu'on pense déjà. Et ça, on tombe tous dedans, et c'est le biais le plus important à mes yeux et le plus redoutable. Si vous pensez que je suis un salaud, tout ce que je vais dire, vous allez interpréter dans ce sens-là. Si vous pensez que je suis sympa, c'est pareil. Ok? Si je pense que Poutine est un salopard, je vais dire que tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est un salopard. Si je pense que c'est un haut stratège, tout ce qu'il fait, je vais dire que c'est parce que c'est un haut stratège. C'est intéressant de voir, par exemple, durant la campagne présidentielle, les candidats qui avaient déjà défendu Poutine dans le passé justifiaient l'attaque de Poutine. Et d'autres le critiquaient. Parce qu'on n'aime pas admettre qu'on a tort. Le cerveau n'aime pas admettre qu'il a tort et on n'aime pas dire qu'on a eu tort. D'accord? Ça, c'est biais de confirmation. Si vous voyez quelqu'un que vous rencontrez et que vous avez un préjugé sur cette personne, et ben avant de vous détacher du préjugé, il va se passer du temps. Parce que déjà, vous n'aimez pas admettre que vous avez tort, mais en plus, tout ce qu'il fait, vous allez l'interpréter d'une manière qui va confirmer ce que vous pensez, mais en plus, vous allez mal vous adresser à lui. Si vous pensez qu'un mec est un pur salopard, vous n'avez pas de cordelle avec lui, vous allez être hautain, méprisant, donc l'autre ne va pas vous aimer, et ça va confirmer le fait que vous pensez que c'est un salopard. Ça, c'est biais de confirmation. Donc j'ai raison, j'ai toujours raison. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme on est soumis à ce biais de confirmation, on a tendance à prendre pour vrai tout ce qui confirme ce qu'on pense déjà, même une fake news. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un ami à moi, très bon ami, ça fait 15 ans qu'on s'entraîne ensemble aux arts martiaux. C'est le bon ami, il pense que, vous savez, les traînées de vapeur qu'il y a derrière les avions, des fois les avions ont des grandes traînées blanches. Il pense que ce n'est pas de la vapeur, ça, c'est ce que disent les sources officielles, il pense que c'est des produits chimiques qui servent à contrôler la population, notamment à la stériliser pour réduire le nombre de personnes. Ok? C'est de l'épandage chimique. Ça, c'est une théorie qui s'appelle les chemtrails, une théorie du complot, qui pense que voilà. Et il pense ça, mais dur comme fer. Dur comme fer, il connaît quelqu'un qui est un pilote qui fait ça, il croit dur comme fer. J'en ai parlé avec lui une seule fois, parce que ça ne sert à rien de trop en parler. Et je lui dis, mais c'est quoi tes preuves? Ces preuves, ça va être, il connaît quelqu'un qui connaît un pilote qui a avoué que c'était ça. Ça va être une photo où d'un cockpit d'avion où il y a écrit chemtrail. Voilà. Et ça, il dit, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça lui suffit parce qu'il est déjà convaincu. Mais moi, que je ne suis pas convaincu par cette théorie, ça ne me suffit pas. La photo peut être truquée. Le machin qui connaît machin, ça ne me suffit pas. Et comme moi, je lui ai envoyé une étude de scientifique qui prouvait que ce n'était pas possible, ça ne l'a pas convaincu parce qu'il a dit, oui, mais ce scientifique-là, je pense qu'il est de mèche avec l'aérospatiale. Voilà. Donc, si on est persuadé de quelque chose, c'est très 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 dur de changer d'avis. Est-ce qu'il y a vous déjà des choses, des sujets où vous avez radicalement changé d'avis? C'est très rare. Oui. Justement, c'est quelque chose qui me pose problème, parce que pour avoir écouté un ami un peu comme le vôtre, Ouais. j'avais l'impression, quand on allait sur ces sujets-là, plus on essayait d'apporter des arguments rationnels, plus ça le confortait dans sa croyance Oui. à lui. Alors, Et finalement, on n'arrivait jamais à Non. discuter. non, je peux Donc, pas. comment on peut C'est très agir compliqué. face à C'est très quelqu'un compliqué. qui- En fait, une personne qui pense à une théorie du complot, je ne suis pas là pour les damer, hein, je pense qu'on est tous un petit peu, mais la majeure partie de son temps et de son activité cérébrale va être dédiée à se protéger pour ne pas changer d'avis. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'astuces pour ne jamais changer d'avis, tu peux toujours t'en sortir. Un exemple très simple. Par rapport à ça, essayez de me convaincre. Dites-moi par exemple, je sais pas, quel intérêt que le gouvernement français fasse ça. Et moi je vais te répondre, attends, tu penses que le gouvernement français agit dans ton intérêt? T'as vu McKinsey, t'as vu ci? Il y a toujours moyen de trouver en fait.
C'est très facile de confirmer ce qu'on pense déjà. C'est très très facile. C'est beaucoup plus dur de dire, c'est plus compliqué. On n'a pas de règle. La pire des choses, c'est de couper les ponts avec cette personne. De dire que de toute façon, tu es un débile. Parce qu'elle va dire, ah bah je suis un débile, d'accord, je suis un débile. Donc ce qu'il faut, généralement, c'est de garder confiance, de lui laisser pouvoir. Parce que tant qu'il vous en parle, c'est qu'il a envie de créer du lien encore. Et généralement, comment dire, il y a un youtubeur qui était un ancien conspirationniste, et donc il pensait que dans septembre, etc. Et en fait, ce qui a commencé à vriller sa tête, c'est qu'il était passionné par l'astronomie, et donc il disait, oui, les Américains sont allés sur la Lune. Sur ce côté-là, il était hyper rationnel. Et il a vu des conspirationnistes lui dire, oui, mais les Américains sont jamais sur la Lune. Il s'est dit, mais non, c'est débile, parce que moi j'ai des preuves. Et là, il s'est dit, ok, ça a enclenché la première marche, en fait. Et il s'est dit, ok, en fait, peut-être que sur les autres sujets où je pense qu'il y a des complots, peut-être qu'en fait, j'ai pas vérifié. Et donc, il a commencé à faire une démarche. Mais une démarche comme ça prend peut-être des années. Des années. Ça prend au moins 1 an, parce qu'en fait, c'est tellement un système de pensée qui est parfaitement construit que c'est très dur de partir. Donc, moi, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il ne faut pas mettre en position, il ne faut pas montrer qu'on veut convaincre. Il faut juste dire, déjà, il faut dire, écoute, moi, tu penses ce que tu veux, mais moi, ça ne me convainc pas. Juste ça, déjà, ça peut dire, ça, c'est bizarre, quelqu'un ne pense pas comme moi. Et je pense qu'il peut marcher, c'est quand tu vois qu'il y a des erreurs de logique. Genre, mais c'est quand même bizarre qu'il fasse ça, c'est pas cohérent. Par exemple, il y a un documentaire qui s'appelait Hold Up, qui est un documentaire conspirationniste, excusez-moi, sur les vaccins, qui expliquait que, voilà. Et en fait, ce documentaire est très bien construit parce que ça commence par un témoignage d'un taxi qui dit que c'est difficile, etc., qu'à cause du vaccin, il y a moins de boulot, du virus, il y a moins de boulot. Et là, on est en empathie avec lui, et surtout, on est d'accord avec lui. C'est difficile d'être taxi, je pense que c'est très compliqué. Et peu à peu, on glisse dans un truc de plus en plus aberrant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment du documentaire, on nous explique que le virus, c'est une grippette, donc ça ne sert à rien de mettre le masque, etc. Et à la fin, il y a une sociologue qui dit le virus, c'est un moyen de réduire la population de moitié. C'est pas possible. Soit c'est une grippette, soit c'est réduire la population de moitié. Et je pense qu'une personne qui est convaincue, qui est fascinée par ce documentaire, si on lui dit juste, écoute, moi, tu penses ce que tu veux, mais tu trouves pas que c'est pas logique? Et ben voilà. Et après, il ne faut pas lui dire, c'est bien la preuve que j'ai raison. Il faut lui laisser faire le raisonnement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une personne ne va jamais dire directement, je suis convaincu. Parce que l'orgueil, etc. Il faut juste planter des billes et ne pas chercher à convaincre. Juste dire, moi, je pense que c'est ça, parce que ça. Généralement, je fais ça. Moi, il y a une personne, pareil, sur le Covid, qui ne croyait pas, etc. Et qui mélange plein de choses, qui dit, oui, c'est quand même une entrave à la liberté de porter le masque, ce qui n'est pas faux. Mais là, on est sur un truc plus politique. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que le virus n'existe pas. Il y a plein de choses. Donc moi, je dis, écoute, moi, je te dis mon point de vue, et t'en fais ce que tu veux. Je respecte la personne, et je lui dis, voilà, moi, je garde le masque. Bah là, je garde le masque, par exemple, c'est pas parce que j'ai peur du Covid, pas peur d'un virus, c'est juste que je fais beaucoup d'interventions, j'ai pas envie de vous propager le virus si je l'ai. Peut-être que ça fait de moi un faible ou je sais quoi, mais ça ne pose pas de souci. Et je lui dis, bah voilà, moi, mon grand-père a 84 ans, j'ai envie de prendre zéro risque avec lui. Moi, j'ai la trentaine, je me vaccine, aucun souci, mais au moins, je peux limiter les dégâts. Et lui dit, ah oui, d'accord, etc. Et après, je laisse vivre. Mais je pense que c'est planter des graines, garder le contact. Et si on sent qu'il y a une brèche, genre un truc illogique, dire, mais ça, c'est pas cohérent. Ça, c'est pas cohérent. Et voilà. Et puis après, il faut juste laisser faire, et de temps. C'est beaucoup de temps. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est une certitude. Et généralement, juste un truc, ce raisonnement, et souvent, il ne faut pas oublier le terreau social. En gros, plus une société est incertaine sur son avenir ou sur sa sécurité, plus elle va croire aux théories du complot. Donc, si une personne est mal de sa vie, elle va avoir plus tendance à croire aux théories du complot. Par exemple, statistiquement, des personnes discriminées ont plus tendance à croire aux théories du complot. Parce que y a un rejet, donc on veut trouver du sens à ça, et donc on va croire à ça. Et donc, socialement, il y a des choses à faire aussi. Vous voulez dire quelque chose? Non, je disais que la cohérence pour vous n'est peut-être pas forcément. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Et puis il y a aussi un problème de confiance. Et puis, absolument, absolument. Il faut aussi apporter un certain d'argument. Si la personne a confiance en vous, et s'il est honnête intellectuellement, il peut se dire peut-être que vous n'avez pas complètement tort. Absolument, c'est pour ça qu'il faut garder le lien. Mais avec Poutine, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'arguments à lui apporter. Non, en fait, Poutine, je ne suis pas dans sa tête, mais moi je pense que le problème principal actuel, bon, c'est ma propre perspective, c'est que en fait, le problème de Poutine, c'est qu'il ne pourra jamais admettre qu'il s'est trompé. Parce que ça devait être une guerre éclair. Ça devait être une guerre éclair de 2 jours, ça fait 2 mois. Son armée fait des dégâts, mais elle se fait aussi bien défoncer. Les Ukrainiens, ils sont hyper féroces. Donc je pense que là, ça ne s'est pas encore, enfin, tout ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. C'est sûr. Le problème, c'est qu'il ne pourra jamais dire on arrête tout, on revient en arrière. Ça serait la fin.
sa fin. Et limite, pour lui, rationnellement, c'est plus logique de continuer jusqu'au bout, quitte à saccager l'Ukraine et son armée. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, il ne peut pas retourner en arrière. Il ne peut pas. Il ne peut pas, ça serait déjà parce que l'être humain n'aime pas admettre qu'il a eu tort, voilà, et politiquement, ça serait un suicide. Humainement, ça serait mieux, mais politiquement, ça serait un suicide. Et je pense qu'il va plutôt choisir la politique. Donc là, c'est même pas... voilà, malheureusement, humainement, enfin voilà. Moi, ma prédiction, c'est qu'il ne va pas s'arrêter. Soit il y a un coup d'État qui le destitue, enfin, ou qui le dézingue, et lui, il va jamais dire, on s'est trompé, on revient. Voilà. Un exemple de biais de confirmation, c'est cet article que je trouve très intéressant, qui est apparu de la Figaro Box. Le biais de confirmation aussi, les gens de droite disent de Figaro, les gens de gauche disent Libération. Parce qu'on aime dire des informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Et on est tous là-dessus, hein, moi aussi, enfin on tombe tous là-dessus. On aime bien cataloguer les choses aussi. On aime bien cataloguer les choses, on aime bien admettre qu'on avait raison. Si je dis vous aviez raison, ça va vous faire plaisir. Oui. Si je dis vous êtes trompé, il m'énerve. C'est normal, on est tous comme ça. Mais, au-delà de la réaction première, c'est intéressant de se dire peut-être qu'il a raison. Ça nous fait grandir aussi. Donc cet article de Figaro Box, qui est le forum de Figaro, qui dit les enfants sont les premières victimes de la surexposition aux écrans. Ouh, j'ai peur. Oui. Après, si on a dit ça, mais il faut éviter. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Alors, on en parlait de la voiture. Des jeunes qui sont sous des fake news, tout le monde, hein. Sur Facebook, l'étude a montré que c'est les plus de 60 ans qui partagent le plus de fake news. Sauf que Facebook, c'est de plus en plus âgé. Je suis d'accord aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas on n'est pas magiquement hermétique aux fake news à 18 ans, et je pense même que comme on pense qu'on ne se fait pas avoir, on se fait plus facilement avoir. Alors cet article-là, voilà, les enfants sont les premières victimes de la surexposition aux écrans, et il y avait une phrase comme ça, très, très scientifique. Le cortex préfrontal de nos enfants, assailli à coups de shoot de dopamine, s'atrophie au contact des écrans. Et là, moi je vois ça, j'ai extrêmement peur. Nos enfants, oh là là, le cortex préfrontal s'atrophie. Donc le cortex préfrontal, c'est cette partie du cerveau. Si elle s'atrophie, c'est quand même mauvais signe un cerveau qui s'atrophie. Bon. Il s'avère que c'est n'importe quoi. Il s'avère que ces deux personnes ne sont pas tous des spécialistes et que quand les psychologues disent ça, ça les fait rire. Déjà, le cortex préfrontal ne peut pas s'atrophier, sinon on meurt. Et que les écrans, avant 2 ans, c'était conseillé. Après, ça dépend ce qu'on montre sur les écrans. En fait. Ça dépend des... Voilà. Mes bouquins, tous les bouquins ne sont pas conseillés, ça dépend ce qu'il y a dans les bouquins. Mais si moi, je me dis, déjà j'ai un mauvais préjugé sur les enfants, je me dis que les enfants, voilà, sont toujours sur leurs écrans, et je vois cet article. Est-ce que je vais vérifier? Est-ce que je vais vérifier si c'est vrai? Ou est-ce que je vais penser que c'est vrai? Je vais me dire c'est vrai, alors que c'est grosso modo de la fake news. Parce que ça confirme ce que je pense déjà. Et on pourrait se dire, oui mais tu peux vérifier. Oui mais je vous rappelle que sur les réseaux, on est en mode intuitif. Sur les réseaux, on réagit très très vite, donc on ne prend pas le temps de vérifier. Et les réseaux font tout pour qu'on ne vérifie pas. C'est très dur de quitter Facebook pour aller voir l'article de journal. On va donc se baser que sur le titre. Le titre, c'est une simplification, c'est l'effet de cadrage. Donc tout ça, ça fait que c'est compliqué. Ok? Donc là, on a vu 2 biais cognitifs, le biais émotionnel et le biais de confirmation. Maintenant, on va voir comment les réseaux font pour utiliser ça et nous gaver de fake news. Et pour ça, il faut répondre à une question très très simple. C'est quoi le but d'un réseau social? Selon vous, c'est quoi? Ouais, je suis sûr que les bons jeunes sont aussi sur les réseaux. Ouais, c'est juste pour passer le temps quand on s'ennuie, on va dans la tâche. Se distraire, tout à fait. Ouais. On peut communiquer. Communiquer, tout à fait. D'autres idées? On regarde ce que fait l'autre. Voyeurisme? Observer ce que font les autres, ouais. Ouais, qui les utilise peu, je pense que le but d'un réseau social, c'est de garder les utilisateurs le plus longtemps possible. Alors, là, vous venez de changer de paradigme. Là, eux parlaient en tant qu'individu, et vous en tant qu'entreprise, et je suis d'accord avec vous, et c'est là-dessus qu'on va passer. Le but de Facebook, en tant que tel, de l'entreprise Facebook, c'est de faire de la thune, très clairement, et pour ça, il faut qu'on reste le plus longtemps sur un réseau social. Le patron de Netflix, il y a quelques années, a dit le plus grand ennemi de Netflix, c'est pas YouTube, c'est pas Facebook, c'est quoi? Je vais prendre ce doigt. Le sommeil. C'est le sommeil. Le but, c'est de rester sur un réseau social. Plateforme numérique, réseau social, même combat. Le but de Facebook, c'est que vous restez sur Facebook. Le but de TikTok, c'est que vous restez sur TikTok. Qui a TikTok? Moi aussi. Sur TikTok, ok, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez vous détendre, vous êtes ça, vous êtes sur TikTok, et vous scrollez. Et au final, il se passe un quart d'heure, vous n'avez pas vu une vidéo en entière, mais vous vous arrêtez pas. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'admets clairement. Tout s'est arrivé. Okay, c'était en TikTok. C'est-à-dire qu'on a passé un quart d'heure à ne rien voir, mais on n'arrive pas à quitter le truc parce que ça stimule. Voilà.
Et en plus, moi qui produis du contenu sur TikTok, eh ben on nous dit, ouais, les premières secondes doivent être accrocheuses. Et donc, on est accroché pendant des premières secondes et on ne s'arrête pas, on est stimulé. Donc, eux, là, ils disent n'importe quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un effet addictif au réseau. Le problème de ça, le problème du réseau qui veut qu'on reste sur le réseau pour nous vendre de la pub, pour voir nos données, c'est qu'il va utiliser notre cerveau et toutes ses faiblesses pour qu'on reste sur le réseau. Et pour ça, on va reprendre notre ami Michel. Une parfaite représentation de la Terre. Photo de Thomas Pesquet. Qui pense que la Terre est plate? On est bon? Ouais? Non mais t'as droit, je pense que tu as tort, mais tu as droit. Qui pense que la Terre est ronde? On est bon? Bon, parfait. Ok. Michel, au demeurant très sympathique, il pense que la Terre est plate. Parce qu'il voit l'horizon, il dit que c'est plat, c'est quand même plus pratique que ce soit plat, il ne croit que ce qu'il voit. Et je vous rappelle qu'au début de jeu d'échecs, vous voyez les cases de couleurs différentes. Et Michel, il découvre Facebook, et il va sur Facebook, et bah, il va taper platiste. Les platistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les platistes pensent que la Terre est plate, ils disent que la Terre est plate sur Internet. Internet fonctionne grâce à des satellites qui fonctionnent parce que la Terre est ronde. Soit. Michel arrive dans un groupe de platistes. Il dit, salut, je suis Michel, je pense également que la Terre est plate. Et là, Facebook, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois que Michel va se reconnecter sur Facebook? Il va essayer de mettre ces informations, ça va l'intéresser. Ouais, Il veut parler de la Terre, et de la forme de la Terre. exactement. Et quelle forme il va privilégier? Plate. Parce que le but de Facebook, c'est que Michel reste sur Facebook. Et Michel va rester sur Facebook si on plaît à son biais de confirmation. Si un jour Facebook lui dit la Terre est ronde, qu'est-ce qu'il va faire, Michel, à votre avis? Il va changer d'avis ou il va quitter Facebook? Il va quitter Facebook. Je simplifie, mais l'idée, c'est là. Oui. Mais si c'est comme TikTok, quand tu regardes une vidéo que tu likes, Exactement. ça te remet, Et écoute, moi, confidence, je regarde One Piece. Je regarde une vidéo de One Piece sur TikTok. L'algorithme de TikTok, c'est un manga. L'algorithme de TikTok se dit, ah bah toi t'aimes One Piece, et donc toutes les vidéos après, c'est One Piece. Ouais, c'est ça. Et si j'ai partagé une photo de chat sur Instagram, et bah toutes les autres vidéos de chat, toutes les autres vidéos, ça va être des vidéos de chat. Parce que l'algorithme se dit, toi t'aimes ça, je veux que tu restes chez moi, donc je vais te mettre que ce que tu aimes. Oui. Et mon frère, c'est un peu fou parce que moi j'ai TikTok. Oui. J'ai des vidéos clairement de jeunes, des trucs qui passent avec des influenceurs et tout. Mm. Et lui, il a TikTok. Mm. Et en fait, il a jamais ça. Bien Il sûr. a que des trucs de bricolage. Parce qu'il est dans le Non mais, Il a que oui. des vidéos de bricolage. non, mais l'algorithme de Moi, ça m'est TikTok, jamais arrivé de tomber sur une vidéo c'est normal, c'est normal. L'algorithme de TikTok est redoutable. Moi par exemple, j'aime pas le foot, c'est pas mon truc. J'ai jamais vu une vidéo de foot sur TikTok, mais je suis sûr que si vous aimez le foot, vous avez que des vidéos de foot. L'algorithme de TikTok, il est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que c'est addictif. Le problème de ça, alors ça, pourquoi pas? Parce que c'est bien d'avoir des choses qu'on aime. C'est que si vous pensez à un truc qu'il faut, on va vous donner cette information. Et comme on va vous la répéter plusieurs fois, il va se passer un truc très simple. Ça va vous paraître de plus en plus vrai. Plus on nous présente une information devant les yeux, plus elle nous paraît vraie, acceptable et agréable. Oui. Et sur le site, il y a du monde qui met, tu as l'impression qu'il y a du monde qui est proche. Alors que, Oui. en fonction de la France, il n'y a pas Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, exactement, c'est un autre point très intéressant. Merci. Facebook va lui montrer que des infos qui lui prouvent que la Terre est plate. Et Facebook va aussi le mettre en contact avec des personnes qui pensent que la Terre est plate. Et là va se passer ce phénomène dont tu parles, c'est que Michel il va se dire, bon, j'ai que des infos qui me disent que la Terre est plate. J'ai que des gens autour de moi qui me disent que la Terre est plate. Conclusion très logique, la Terre est plate. Voilà. On parle de la Terre est plate, donc c'est un peu caricatural, mais c'est pareil avec les gens pro-vaccins, anti-vaccins, qui vont être dans des bus de confirmation, qui vont faire que confirmer leur dire. Moi, il y a un truc qui m'avait fasciné, c'était durant l'élection présidentielle de 2017, il y avait un candidat qui s'appelait François Asselineau, qui est un candidat qui a fait 0,7% aux élections, mais qui plaît beaucoup aux complotistes, sur son jugement. Et en fait, les personnes qui soutenaient François Asselineau étaient hyper présents sur les réseaux sociaux, hyper présents. Je pense qu'ils se sont dit, comme il y a tellement de gens qui soutiennent Asselineau sur les réseaux, forcément il va gagner. 0,7%. C'est pareil avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Les insoumis étaient hyper présents sur les réseaux. Et je pense que c'est pour ça que Mélenchon a eu du mal à admettre, il a passé une demi-heure avant de vérifier les résultats, parce qu'il y avait un effet bulle en fait, où on n'était que entouré de personnes qui confirmaient ce qu'on pensait. Et donc ça l'a porté un petit peu au... Ça, c'est la bulle de confirmation. Et c'est redoutable. Et Facebook a tout intérêt à faire ça, pour qu'on reste. Mais c'est redoutable. Et je pense que c'est une des raisons de la polarisation extrême de la société, personnellement. Je pense aussi que des... Alors, là, on en rigole, mais regardez le Brexit. Regardez l'élection de Trump. C'est dû à des phénomènes comme ça.
C'est-à-dire que Trump, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais comme il y a eu des fuites de données via le scandale Cambridge Analytica, il y a des gens qui ont pu envoyer des informations pro-Trump à des gens hésitants, par exemple, en orientant leur bus de filtre, influençant des gens qui auraient peut-être hésité, peut-être voter Clinton, à voter Trump. Pour le Brexit, c'était pareil, il y a eu une grande campagne massive électronique en faveur du Brexit, et comme les gens étaient à 50-50, ça a fait pencher d'un côté. Et je pense qu'on néglige encore beaucoup l'influence de ça. Beaucoup, énormément. Donc ça, c'est la but de confirmation. Donc je vous rappelle que le cerveau n'aime pas avoir tort, l'être humain n'aime pas dire qu'il a tort, mais en plus, Facebook lui dit « t'as raison ». Mais c'est pas fini. Je vous parle d'une petite expérience psychologique des années 30. Quel rapport avec les réseaux? Vous allez voir, c'est assez fascinant. Bartlett, qui est un psychologue, a fait l'expérience qui se base sur le principe du téléphone arabe. Si vous connaissez, c'est je te dis une phrase, toi tu n'entends pas, toi tu la répètes, toi tu la répètes, toi tu la répètes, et à la fin, tu vas dire la phrase que tu as entendue, et généralement elle est différente du début. Elle a été déformée, etc. Et il y a une autre phrase qui est apparue. Généralement elle est très rigolote. Bartlett, il a fait pareil avec des dessins. Donc il a pris ces deux dessins, et je dis, vous deux, dessinez-moi toi le masque, toi le hibou, faites un dessin et vous le passez derrière vous, et vous qui n'avez accès qu'aux dessins qu'ils ont fait, vous allez dessiner à nouveau, et passer derrière vous, etc. etc. Donc ça c'est le deuxième dessin, ça c'est le troisième dessin, et alors à votre avis, on va arriver où à la fin? Ah ouais. Un chat, ouais, et en haut et un homme, exactement. Bon, ça, rien de nouveau, c'est le principe de la déformation d'information, c'est le principe de la rumeur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction du groupe de personnes où on fait cette expérience, le dessin à la fin, c'est pas le même. Si on fait cette expérience avec des gens qui n'ont jamais vu un chat de leur vie, forcément ce ne sera pas un chat à la fin, ce sera autre chose. La conclusion, elle est très simple. L'information, que ce soit un dessin, une information, un mot, va être déformé en fonction de la croyance, de la culture, des préjugés d'une personne. Et maintenant, on revient chez notre ami Michel. Imaginez qu'un jour, il y a un article qui dise « Un scientifique précise que la Terre n'est pas ronde, elle est ovale ». Ce qui est vrai, la Terre n'est pas ronde, elle est un petit peu ovale. Cette information, elle se propage sur le groupe de platistes de Michel. Qu'est-ce qui va se passer? Le débat va être déformé peu à peu pour confirmer ce qu'il pense déjà. Donc on passe de un scientifique précise que la Terre n'est pas ronde, elle est ovale, à un scientifique admet que la Terre n'est pas ronde, à un scientifique admet que la Terre est plate, etc. etc. Et l'information s'est déformée pour confirmer ce qu'il pense déjà. C'est pour ça que je disais qu'une fake news, ce n'est pas forcément volontaire. Chaque personne qui a partagé l'information, qui a déformé un petit peu, pensait bien faire, pensait retransmettre fidèlement l'information. Ce n'était pas le cas. Là, on parle de la Terre plate. Mais imaginons un contexte un peu plus social et actuel, avec des gens qui ont des sciences sur le vaccin. Et encore une fois, c'est leur droit. Il y a un article qui arrive et qui dit « Un scientifique demande plus d'études pour évaluer le rapport bénéfice-risque du vaccin chez la femme enceinte. » Ça, on sait c'est une information parce que c'est un titre qui est un petit peu chiant. Donc, pas d'émotion. Et cette information-là, qui va être partagée par des personnes qui ont une défiance par rapport au vaccin. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, de cette phrase-là, un scientifique demande à ce qu'il y ait plus d'études pour évaluer les rapports bénéfices-risques du vaccin chez la femme enceinte, ça va être un scientifique s'inquiète des effets du vaccin chez la femme enceinte. Un scientifique admet que le vaccin est dangereux pour la femme enceinte, etc., etc., etc. Peu à peu, on va dans un sens. Et je dis, voilà, mon but, c'est pas de dire que le vaccin est mauvais ou pas, je pense que ça va, mais cette information va être déformée peu à peu. Ok? Bon, maintenant, il y a une question très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait qu'on se fait avoir, qu'on va confirmer ce qu'on pense déjà, que les réseaux sociaux font tout pour nous renforcer dans nos croyances, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? À part une grande révolution. Oui. Je sais pas, j'aimerais faire les choses, mais j'ai pas le temps. Mais... Tu vas voir que les solutions que je propose sont très simples. Je vais pas, ouais. On analyse les choses, Ouais. on prend du recul, Du recul, tout on à fait. réfléchit, On réfléchit, on essaye. et on essaye du moins. Et on essaye. On comprend. Comme je dis, moi je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je me rendais compte sur des plateformes comme Netflix ou Deezer, où on me proposait tout le temps des choses qui ressemblaient à ce que j'avais écouté au début. Tout à fait. De temps en temps, j'annule mon compte et je le recrée pour repartir de zéro en quelque sorte, pour avoir un truc vierge et qui ne catalogue pas dans une petite case quelqu'un qui va aimer que... Bah, les plateformes de musique font la même chose. Effectivement, elles vont choisir que des trucs de YouTube, c'est pareil, etc. Alors moi, il y a plusieurs choses que je fais. La première chose, c'est ça. Avant de partager une info, je compte jusqu'à 2. Pourquoi je compte jusqu'à 2? Parce que rappelez-vous, cerveau intuitif, cerveau analytique. Quand on est dans l'intuition, on partage sans réfléchir.
parce que ça nous émeut, parce que ça nous énerve, parce qu'on est d'accord. 1, 2. Pendant ces 2 secondes, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de partager cette information? Est-ce que je vais la partager parce que j'ai envie d'être méchant, parce que c'est un truc qui est méchant pour quelqu'un, parce que ça me fait rire mais que c'est faux? Et en 2 secondes, je me dis, mais en fait, j'ai pas à partager ça, c'est n'importe quoi. Je sais que c'est faux. Voilà. Ces 2 secondes, ça me permet juste de prendre du recul et de moins partager de fake news, puisque je rappelle qu'une fake news se propage plus vite qu'une fausse information. Donc il faut limiter à notre échelle. Je compte jusqu'à 2. Un autre truc que je me dis, c'est j'ai 2 adages. La première, c'est une phrase très simple. C'est je vois une information et qu'elle a l'air trop belle pour être vraie, généralement elle est fausse. Généralement, elle est fausse. Une vraie information, elle est un peu chiante, un peu mitigée, un peu décevante. C'est une information trop belle pour être vraie, elle est probablement fausse. S'il s'agit d'une solution simple à un problème complexe, généralement, la solution n'est pas bonne. J'ai vu une vidéo sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Solution pour trouver de l'énergie, c'est une petite turbine de des ruisseaux. Ouais, j'ai envie d'y croire. Hein. Le problème, c'est que ça ne fait pas plus de lumière qu'une dynamo et ça saccage les poissons. Eh ben non, c'était pas une bonne solution. Un exemple d'information trop belle pour être vraie. Ulysse.co qui nous dit la vie sera trouvée sur Mars d'ici 2 ans selon ce scientifique de la NASA. Génial. Spoiler, l'article date de 4 ans. C'est pas vrai. Et quand on clique dessus, on voit l'article en français qui traduit un article en anglais, donc voilà, diffusion d'informations. Et en fait, c'est juste un mec interviewé qui a dit peut-être qu'on trouvera quelque chose. C'est pas du tout ça. Je vous rappelle, solution simple à un problème complexe, c'est pas vrai. Jus de citron pour lutter contre le sida. C'était sorti il y a 2 semaines. Est-ce qu'à votre avis, ça vous paraît correct comme solution contre le sida, sachant que des scientifiques s'arrachent les cheveux depuis 20 ans là-dessus? Je pense que si on est qu'à presser un citron pour s'en sortir, ça ne... On a déjà trouvé cette solution. Pardon? Oui, moi j'aimerais bien que ça marche comme ça, mais je pense que c'est plus compliqué. Et quand on recherche, effectivement, aucune preuve, alors, en plus ils admettent durant l'article, hein, donc aucune preuve n'a été apportée sur l'efficacité de protection du jus de citron chez la femme. Cool. Ok. Ensuite, à moyen terme, je pose une question très simple, très simple, qui est, déjà c'est quoi méta? Vous savez ce que c'est ce mot méta? Alors c'est l'entreprise de Facebook, mais le mot méta ça veut dire quoi? Oui. Ça, c'est l'entreprise. Mais le mot méta existait avant. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, le mot méta? La métaphysique, c'est quoi? Ça vient du grec. Prof de français, hein, c'est ça? Transformation. Prof de français, c'est ça? Les classiques. Bon. Je croyais que ça voulait dire au-delà de, mais je me trompe Oui, peut-être. c'est passer de l'autre côté. Pas de l'autre côté, ok. Au-delà. Métamorphose. Métaphysique. Un film méta, c'est un film qui pense au-delà du film, qui a conscience que c'est un film. Deadpool, le héros Deadpool, c'est un héros méta, parce que c'est le personnage, il sait qu'il est dans un film. Et méta, il sert aussi à un autre mot qui s'appelle la métacognition. Cognition, je vous rappelle, c'est forcément du cerveau. Métacognition, c'est j'ai conscience de comment mon cerveau fonctionne. J'ai conscience d'avoir conscience. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est hyper intéressant de se poser cette question. Quand je vois une information et que j'ai un peu de temps, je dis en fait c'est intéressant. Moi je ne suis pas neutre face à une information, j'ai déjà des préjugés. C'est comme mes préjugés. Parce que si j'ai conscience de mes préjugés, je peux être plus vigilant. Si je sais que par exemple j'adore quelqu'un, et bien toutes les choses qui confirment que cette personne est bonne, ça va forcément m'influencer. Si vous adorez Johnny Depp, vous allez dire que Amber Heard est vraiment la pire des garces. Parce qu'il y a un tribunal, un procès. Si vous défendez Amber Heard, Johnny Depp c'est un salopard. Je ne sais pas qui a raison, qui adore, je n'ai pas suivi l'affaire. Voilà. Mais on n'est pas neutre quand on va à une opposition. On n'est jamais neutre. C'est intéressant d'en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va changer d'avis, ça veut dire qu'on est plus vigilant. Okay. Un exemple très simple, et là je sais que j'ai en titillé quelques-uns. Si je pense que les OGM sont mauvais pour la santé, ce que la science ne dit pas, mais imaginons que vous pensez ça. Et vous voyez un article comme ça. Oui, les OGM sont des poisons. Ben, vous allez vous dire, forcément, ils ont raison. Mais ayez conscience que vous avez un préjugé. Le préjugé, ce n'est pas négatif, c'est juste un biais, une orientation politique ou scientifique sur ce sujet-là. Et que donc, vous ne serez pas neutre en voyant ça. Sachant cela, ça va vous permettre d'avoir du recul sur l'information. Je ne dis pas que ça va vous faire changer d'avis, mais vous aurez plus de recul. Donc ça, c'est le principe méta, et j'aime bien ça, c'est raisonner un petit peu, comprendre comment on fonctionne, comprendre quelles sont nos influences. Bon. Est-ce que je suis prêt à changer d'avis? Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Si vous n'êtes pas prêt à changer d'avis, c'est que vous ne voulez pas savoir ce qui est vrai ou pas. C'est que vous voulez juste confirmer ce que vous pensez déjà. Mon ami qui pense qu'on balance du produit chimique dans les avions, il ne changera jamais d'avis. Donc la vérité l'importe peu. Parce que si on recherche la vérité, on doit être prêt à admettre qu'on a eu tort. Et je dis ça, personne n'est prêt à le faire, hein, mais dans l'idée c'est ça.
Un vrai scientifique, quelqu'un qui peut admettre qu'il a eu tort. Sinon, c'est un charlatan pour moi. Est-ce que je peux comprendre les arguments de la personne en face? Si j'étais en face, qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Et à long terme, c'est intéressant de se dire une seule question, que moi je ne me suis jamais posée avant il y a 2 ans, mais qui est fascinante. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Pourquoi est-ce que je pense que la Terre est ronde? C'est vrai ça, j'ai jamais allé de l'espace. Pourquoi est-ce que je pense que l'être humain est bon, que l'égalité homme-femme c'est important, que le soleil c'est pas une planète? Pourquoi est-ce que je pense que le vaccin c'est bien, c'est pas bien? Parce que généralement, la source de pourquoi est-ce qu'on pense des choses, la principale source, c'est notre famille. On nous a appris que c'était comme ça et on reste là-dessus. Très souvent. Il y a très peu de gens qui vont changer de religion. Ça arrive, mais c'est très très peu. Il y a très peu de familles où les gens vont changer d'orientation politique. Ça arrive, mais c'est très très peu. C'est anecdotique. D'accord? Et c'est très bien, enfin, c'est comme ça que fonctionne l'humanité. Mais moi, il y a des sujets, par exemple, où j'ai changé d'avis en me renseignant par moi-même, et maintenant je m'oppose à mes parents là-dessus. Et je trouve ça très bien, je trouve que c'est plus sain en fait. Donc je ne dis pas qu'il faut remettre en question tout ce que vous pensez, mais que c'est intéressant de prendre du recul sur d'où je tire ma connaissance. Est-ce que c'est juste une rumeur? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est une étude scientifique? Des études scientifiques? Voilà. Et à qui est-ce que je vais faire confiance? Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que la confiance, ce n'est pas la croyance. La confiance, ça peut se retirer. Si je pense que Diderot est un bon scientifique, je fais confiance, et qu'après il fait n'importe quoi, je lui retire ma confiance. Si je dis cette phase de croyance, il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer le portrait de Diderot, ça va être plus, c'est vrai, hein, quelqu'un s'est fait tatouer son portrait, ça va être plus compliqué pour changer d'avis ensuite. Parce qu'on s'est engagé, limite émotionnellement, dans cette histoire. En termes de science, il y a une sorte de pyramide comme ça qui est assez basique, mais en gros, il y a des choses qui ne sont pas très fiables et des choses qui sont très fiables. Si quelqu'un me dit qu'il est bien extraterrestre, moi ça ne me suffit pas pour croire aux extraterrestres. Parce que j'estime qu'il me faut plus de preuves que ça. Si quelqu'un me dit qu'à Lyon il a vu ma mère dans la rue, je crois, puisque ma mère est à Lyon. Donc il faut moins de niveau de preuves. Mais pour croire aux extraterrestres ou aux fantômes, etc., il faut beaucoup, beaucoup de preuves. Voilà. Première chose. Deuxième chose, sur un sujet scientifique, moi j'y connais rien. Le réchauffement climatique, je ne suis pas géologue, je ne suis pas météorologue, j'y connais rien. Donc soit je me base sur mon flair, bonne chance, en me disant, voilà, ou sur ce que ça m'arrange de croire. Moi ça m'arrange de croire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, parce que c'est assez inquiétant, donc j'ai pas envie d'y croire. Soit je fais ça, soit je me base sur ce qu'on appelle le consensus scientifique. Le consensus scientifique, c'est un truc qui fait un mot qui fait un peu peur, consensus. En gros, ça veut dire que l'immense majorité des scientifiques d'un domaine précis sont d'accord entre eux pour dire que ça, c'est vrai, que ça, c'est pas vrai. Sur le réchauffement climatique, 99% des scientifiques qui bossent sur le sujet, mais qui bossent vraiment depuis des années, sont d'accord qu'il y a un réchauffement climatique qui s'aggrave et que c'est à cause de l'homme, voilà, de l'humain. À partir de là, soit moi, je me dis, bah, ils ont tous tort et moi, je suis plus intelligent que tout le monde, ou alors ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus, etc. Alors que c'est des scientifiques du monde entier, quoi. Soit moi, j'ai tort. Et je pense qu'il est plus raisonnable d'admettre que j'ai tort et de voir qu'ils ont raison. Et après, il faut faire attention parce que les médias adorent mettre en avant des scientifiques qui pensent différemment des autres. C'est-à-dire que le scientifique qui dit mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique, même si c'est 1 sur 10 000, c'est lui qui l'a mis en avant sur les journaux. Et donc on va dire ah bah voilà, ah bah je peux croire à lui parce que lui il pense comme moi. Il faut voir ça. Si un scientifique pense un truc et que 10 000 scientifiques pensent le contraire, soit les 10 000 scientifiques sont des abrutis ou des corrompus, soit c'est 2 scientifiques qui ont tort. Et généralement, sur ce coup-là, le groupe a raison parce qu'ils ont fait des études. Okay, ça, c'est consensus scientifique. Et enfin, pour conclure, soyons modestes. Les réseaux sociaux, c'est la gloire au prestige individuel. Je sais, je suis sur des réseaux, j'aime bien quand j'ai des likes, quand j'ai des partages, quand j'ai plus de followers, j'adore ça. Ok ? L'inconvénient de ça, c'est que ça nous met dans une posture de non-modestie. Et dans une posture publique, où admettre qu'on a tort, c'est pas bien. Bon. De manière générale, l'être humain n'aime pas avoir tort, je vous l'ai dit, et il aime bien qu'on le fasse. On est très basique comme individu. Être modeste, c'est admettre qu'on ne sait pas tout. C'est avoir conscience qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas virologue, je ne suis même pas scientifique, je ne suis pas épidémiologiste. Il y a des scientifiques qui connaissent mieux que moi le sujet du virus et du vaccin. Donc c'est à eux que je dois me référer pour apprendre des choses. Je ne suis pas géopoliticien, je ne suis pas Poutine, je ne suis pas Macron, je ne suis pas Zelensky, je ne sais pas ce qui se passe en Ukraine. Il faut que j'admette ça, il faut que j'admette le fait que je sois aveugle sur ce point-là pour me renseigner. Si je commence en disant « moi je sais avant tout le monde parce que j'ai décidé que Poutine c'était un dieu ou que c'était un monstre »,
je vais avoir des préjugés. Donc c'est intéressant d'admettre qu'on ne sait pas tout pour se renseigner. Au revoir. Qu'est-ce que je veux dire et un exemple très sympa, très personnel. Moi, j'ai juste un master de psychologie. J'estimais que ce n'était pas assez pour sortir ça. Et donc, j'ai fait lire cette présentation à un docteur en psychologie qui bosse sur la théorie du complot depuis 15 ans, qui m'a dit « c'est bon, tu peux y aller ». Je dis pas ça pour mettre en avant, je dis ça parce que le fait de savoir qu'on n'est pas de plus compétent, ça nous permet d'être mieux compétent en fait, parce qu'on sait qu'il nous manque des choses à apprendre. Donc, être modeste, c'est comme super bien sur les réseaux et de la vie, à mon sens, parce que ça nous permet d'apprendre davantage. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Je vous propose d'arrêter là, si ça vous va. Bah, je vous en prie. Est-ce que vous avez... Merci.